Alors bonjour à tous les fans de Bodybuilding Rules, bonjour Mousse. Alors Bonjour. moi je suis Eric Rallo, donc le créateur du magazine Bodybuilding Rules. Je suis ravi de retrouver tous les fans de Bodybuilding Rules magazine et ravi de retrouver Mousse pour ce podcast qu'on avait prévu depuis quelques temps. Donc ravi de te retrouver Mousse et surtout avant de commencer, je tenais à te féliciter ainsi que tous les membres du magazine Bodybuilding Rules, à te féliciter toi et ta femme pour l'excellente nouvelle que tu as annoncée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, la naissance de tes deux filles, Margot et Camilla si je ne me trompe pas. Donc Exactement. toutes mes félicitations et bienvenue à elles. Merci beaucoup. Écoute, je suis un papa plus qu'heureux et comme je le dis, c'est la plus belle récompense de ma vie, c'est mes plus beaux trophées. Et c'est juste, c'était un rêve pour moi parce que ça représente énormément pour moi d'avoir mes filles. Comme j'ai dit, j'ai demandé au bon Dieu un seul et m'en a demandé deux. Donc c'est que du bonheur. Et enfin, j'ai ma propre famille. Car je n'ai pas eu vraiment de famille, donc je suis vraiment heureux. Et merci. Je t'en prie. Donc l'American Dream, tu l'as réussi jusqu'au bout avec deux filles natives donc sur le sol américain. Dans toute ma vie, j'ai eu des cases. Et les cases, elles sont faites pour être remplies. Super. J'aime beaucoup ta philosophie. Je pense que les internautes, enfin ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, ils vont également beaucoup apprécier. Mais on connaît Mousse Bakouchi. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, ils sont peu nombreux. Donc on voudrait savoir un petit peu ton parcours. Au-delà de savoir comment tu es venu aux États-Unis, on va en parler jusqu'après. Dis-nous simplement comment tu as décidé de te consacrer au bodybuilding. Comment cette passion t'est venue? Effectivement, ta question est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui ne me connaissent pas. Et tu sais, comme d'habitude, tu as toujours des gens qui vont te juger, qui vont penser qu'ils te connaissent. Mais non, je crois que si j'arrive à compter sur une seule main les gens qui me connaissent très bien, mes amis vraiment intimes qui m'ont vu des débuts jusqu'à la fin, ont vu les galères, tout ça, ils sont pas nombreux. Donc, pour commencer déjà, je suis marocain, donc je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 13 ans. Je me définirais juste comme un orphelin qui a tout perdu à l'âge de 9 ans. Quand j'ai tout perdu, j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Donc, mon papa était en France, et c'est marrant car mon père, quand il est arrivé en France, comme tu sais, tous les Maghrébins, Oui. à l'époque, ça partait, ça travaillait pour nourrir la famille. Donc, mon papa, je le voyais peut-être une semaine par an. Donc, quand il a démarré, quand il est parti en France, il était en Corse. Et c'est ça qui bon, je savais pas ça, tu vois. Il a passé 2 ans en Corse avant de descendre sur Paris. Donc après la mort de ma maman, je suis resté avec ma grand-mère. Ma grand-mère, je suis resté avec elle pendant 2 ans. Elle est décédée, donc je suis resté tout seul. Donc j'ai connu ce que c'était la galère, ce que c'était dormir dehors, ne pas avoir à manger, ne pas avoir à s'habiller. Donc quand tu sais, jusqu'à l'âge de 9 ans, tout était beau, donc tu avais une maman qui était très stricte, j'avais droit à rien, c'était l'école, c'était la maison, pas de copains. C'est marrant car l'été on avait 2 mois de vacances, sur les 2 mois de vacances j'avais une semaine et le reste c'était étudier le programme de l'année prochaine, tellement qu'il était vachement comme ça. Donc je la perds en avant, je venais de naître en avant parce que je connaissais rien, je sortais dehors, j'étais presque en état de choc, des gens qui me regardaient, j'ai jamais joué avec aucun gamin. Donc vivre après les 2 ans avec la grand-mère qui n'a pas supporté la mort de sa fille, donc ça a été très dur pour moi de voir ça. Et une fois qu'elle est partie, disons qu'à cette époque-là, mon pauvre père s'en foutait de nous. En tout cas, donc, c'est peut-être tout ça qui a fait le Mousse Bakouchi, guerrier, combattant. On parlera tout à l'heure de Mégatron, Mousse Mégatron. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tout ce que j'ai pu réussir, pour moi, c'est une revanche sur la vie. Ouais. Mon plus grand ennemi, Eric, c'est moi-même. Et tu peux être fier de toi, on va en parler. Ouais. Ce que j'ai fait, c'était pour me prouver à moi que j'étais capable et prouver à ma mère qui est au-dessus que ne t'inquiète pas, maman, j'y suis arrivé. Bravo. Et tu es arrivé de très belles manières. De très belles manières. D'ailleurs, tu es arrivé de très belles manières, que ce soit sur scène, dans la vie maintenant privée avec ta charmante femme et tes 2 petites filles. Aux États-Unis, où c'est pas facile, où tu me disais en off tout à l'heure en aparté que l'American Dream existe vraiment. Donc, tu as décidé il y a quelques années de quitter la France. Tu nous diras sans doute pourquoi. Tu t'es installé donc aux États-Unis, en Oregon, à Portland exactement. Qu'est-ce qui t'a motivé réellement pour tout quitter et tenter cette aventure américaine? Pareil, il y a des choses à éclaircir là-dessus, parce que je suis courageux, mais je ne suis pas téméraire. C'est marrant parce que quand j'avais l'âge de 20 ans, les gens me disaient « Ah Mousse, vas-y, pars aux États-Unis, t'auras énormément de chances, d'opportunités. » Mais Eric,
Tu pars pas comme ça aux États-Unis. Tu parles pas la langue, tu n'as pas de travail, tu n'as pas les papiers. Donc, je partais aux États-Unis pour faire le beau. Des bodybuilders aux États-Unis, t'en as partout. C'est vrai. Là-bas, c'est légion, c'est. Ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu veux, quoi, pour aller vivre une vie de clochard? Non, donc j'avais ce rêve, comme tous les bodybuilders du monde entier. On a tous ce rêve-là, effectivement, d'aller en Californie, de s'entraîner au Gold Gym, de rencontrer les stars, d'aller sur Hollywood. Tout ce qu'on voit, tout ce que les grands stars montrent, tout ce que les magazines, je veux dire, moi, la musculation, j'ai commencé à rêver quand j'ai commencé à feuilleter les magazines, le monde du muscle, et entre autres, et tu vois tous ces beaux mecs sur les plages, des belles nanas autour, des belles voitures. Donc c'est clair que ça fait rêver. C'est clair. Donc le rêve a démarré comme ça à la base. Mais à la base, moi, c'était les arts martiaux qui m'intéressaient. Ouais. Mais comme j'étais très chétif, si je suis arrivé en France, en 89, donc c'était la période, c'est des films d'action, les Bruce Lee, les Jackie Chan. Donc je vais découvrir ça. J'arrêtais pas de faire le fou, les mawashi, les ceci, les cela. Donc j'avais un ami à mon père. Il dit, écoute, si tu veux, j'ai un ami à moi qui est propriétaire d'une salle. Ben, Mousse, il peut y aller et en faire. Bon, ça a été très dur avec mon père de le convaincre, hein, parce qu'il fallait payer, hein, donc mon père ne voulait pas trop dépenser d'argent pour moi, mais bon, j'ai réussi avec des larmes, avec de la tristesse, à réussir, à m'inscrire, et j'ai eu la grande chance, effectivement, de démarrer dans le clan des Serge Nubret, car l'homme que j'appelle mon père spirituel, n'est plus que moi que le fameux athlète Guy Ignace. Oui, très connu. Guy Ignace, pour moi, c'est le père que je n'ai pas eu. À travers lui, bel hommage. Voilà, j'ai eu tout ce qu'il fallait à cet homme-là, et à travers lui, j'ai pu rencontrer tous les grands de ce nom, que ce soit effectivement Serge Nubret, que ce soit Yvonne Berman, que ce soit Guy Pépin, que ce soit Pastel. Le regretté Guy Pépin aussi, c'est vrai. Voilà. J'ai grandi dans ce monde, j'ai grandi dans le zoo. Tous ces superbes athlètes aux lignes magnifiques dont on parlera plus tard quand on parlera body actuel on peut que être inspiré. Et old school. Quand tu as commencé, tu as dit que tu étais chétif. Tu faisais quel poids, quelle taille, quel poids? 53 kilos. Pour Jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé beaucoup de gens qui m'ont battu. Pour quelle taille? Pour quelle taille? Donc là, je fais 1m80, je dirais 1m78. Ah oui, t'étais maigre. Même moi, quand j'ai commencé, je faisais 60 kilos, donc j'étais un peu pire que toi. J'ai à l'époque, ce qui était bien, c'est que je n'avais pas besoin de dépenser l'argent pour les moyens de transport. Un coup de vent et j'arrivais chez moi comme c'est clair. Léger. Donc, et la progression, comment elle a été? Elle a dû être quand même assez rapide quand on a un poids de corps si léger au début, ou tu as trouvé quelques difficultés? Est-ce que tu te considères plus comme ectomorphe, mésomorphe, endomorphe? Qu'est-ce que tu étais? Plutôt ectomorphe, puisque tu étais donc chétif, longiligne. Comme je dis souvent, quand on voyait, tu sais, une anecdote. J'avais mes côtes qui sortaient, donc j'avais la peau sur les côtes, donc les côtes en fait pointaient, et ça me complexait. Ce que je faisais, je prenais une ceinture de pantalon, je la mettais au-dessus, et je me disais comme ça va permettre à ma côte de rentrer à l'intérieur, mais pas l'idée, oui, mais avec le temps, développement et certaines masses musculaires, tout ça va être rempli, on la verra pas, tellement que j'étais vraiment, vraiment chétif. Non, mes débuts, ils étaient vraiment très difficiles, parce que je m'entraînais du lundi au dimanche. Tu sais, l'école Nubret, c'était des heures et des heures et des heures d'entraînement. Donc, c'était pas 45 minutes. Donc, c'était 1 heure de te coucher, 1 heure incliné, écarté à plat, écarté incliné, pullover, poli. Donc, tout ça. Mais le problème, c'est que je rentre à la maison. Je mange ce que mon père avait voilà, donc, à la maison. Donc, pas grand-chose. J'ai mis énormément de temps pour me développer. Hein. Je dirais plus de 10 ans, Eric. Plus de 10 ans quand même, ouais. Parce qu'en fait, je catabolisais plus que tu t'entraînais trop à la limite par rapport à tes apports caloriques. Sans problème, 3-4 heures par jour à la salle. Oui, ce qui était trop. Pour ceux qui nous écoutent, c'est bien trop, en effet. Et bien sûr, parce qu'on te met cette idée, ok, il faut t'entraîner, mais à cette époque-là, personne ne t'en parle de la diète. La diète en général, surtout à l'époque du Nubret, mange beaucoup. Oui, sans dire forcément quoi, ni qualitativement, mais plutôt quantitativement. Exactement, parce que oui, il y a pas de. Déjà, les compléments, ça n'existait pas vraiment à cette époque-là. Les compléments, en plus, quand ça existait, c'était à base de 300 francs, 400 francs. Dans cette époque-là, c'était même pas la peine. Et tu vas pas non plus embêter ton père. Oui, il faut du poulet, il faut ceci, il faut cela. Parce que moi-même, je ne savais pas. C'est vrai. Mais on a tous fait, je pense, on a eu un peu ce parcours-là et tous ces erreurs aussi. Il y avait des magazines, un Monde du Muscle, super magazine, dommage, regretté magazine, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui. Moi, j'ai essayé humblement avec toute mon équipe de prendre le relais sur Internet, en ligne. Mais on avait tout et rien. Ou alors, on avait ces magazines américains, je sais pas si tu avais les versions américaines des imports.
Moi, j'avais Je n'ai réussi à en pas avoir, mais il fallait encore ça, les traduire. Il n'y avait pas Internet à l'époque, c'était plus compliqué, bien sûr, en tout cas. bien sûr. Comment vers qui tu t'es donc dirigé? Bon, Ignace, Pépin, il y avait bien sûr Nubret. Tu as puisé auprès d'eux toutes les informations qui t'ont permis d'évoluer quand même au fur et à mesure? Bah, malheureusement, pas grand-chose, hein, parce que tu sais, les anciens, on te dit pas grand-chose à part t'entraîner. Ouais, Entraîne-toi et mange beaucoup. Donc, en plus, bon, étant gamin, chétif, ouais. bon, c'est presque, vas-y, Oui. fais tes affaires de Mais côté. est-ce que Par contre, quelqu'un a vu le potentiel chez toi? Que ce soit au niveau de la structure, ossature, etc., la ligne? qui a vu le potentiel? Qui avait le potentiel, il avait surtout le gamin acharné que j'étais. Hmm, Tu sais, j'étais la mascotte du club, hein. d'accord. J'arrivais très timide, très réservé dans mon petit Mais coin, qui en voulait, en tout cas. jusqu'à là, j'avais un chronomètre plus gros que ma cage, parce que voilà, je chronométrais entre les séries et tout ça. Donc ouais, en plus, ce que je regrette énormément à cette époque-là, c'était l'atmosphère dans la salle. Tu sais, la salle, où t'arrivais, tu serrais la main à tous les membres de la Hmm, salle. Tu arrives, tu enlèves tes chaussures parce que le sol, c'était de la moquette. Donc, on ne marche pas avec les chaussures que tu as utilisées à l'extérieur parce que tu as des gens qui s'allongent pour faire des abdominaux. Tu sais, les cours rap de bien fessiers sûr. de l'époque que Guy donnait. Donc c'était pire que l'église. Ouais, Ah, c'est toute une autre culture aujourd'hui, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Bon, et je pense qu'on est tous nostalgiques. Même les plus jeunes tendent vers ces époques-là, hein, je crois. Hein. bien Euh, sûr. Bien sûr. Au fur et à mesure, l'idée de la compétition. Comment t'es venu l'idée de la compétition? Est-ce que quelqu'un t'y a poussé? Est-ce que toi-même tu t'étais fixé déjà dès le début? Un jour je serai sur une scène de compétition. Un jour je remporterai un trophée. Donc, forcément, effectivement, commençons à être dans le milieu, à écouter parler des athlètes de Serge, de sa carrière et tout ça. Donc c'est clair que oui, j'aimerais bien un jour. Et donc et surtout, je pense que l'envie est née avec les magazines et le grand Arnold Schwarzenegger. Bien sûr. Je pense Donc, que j'ai fait un sondage l'autre jour sur Facebook. Je pense que c'est lui qui nous a inspiré en tout cas le plus. mais qu'on aime Physiquement, Arnold, cinématographiquement, enfin il était partout hein, dans notre génération. qu'on l'aime pas cet homme, Il a tout c'est réussi. la Oui, référence parce que il avait tout pour lui, il avait surtout l'intelligence. c'est vrai. Voilà, je pense que c'est Arnold, il n'aura jamais personne qui va le détrôner. Et c'est Personne. le symbole C'est absolu comme de la réussite. bien sûr, tu auras toujours dans chaque sport des hommes qui ont vraiment marqué le sport. L'histoire, ouais, c'est vrai. Arnold, voilà, et comme je dis souvent, pour moi, Arnold a eu énormément de chance tout au long de sa carrière de rencontrer vraiment les bonnes personnes pour l'aider à continuer. Arnold, sans Joe Heider, il n'aurait jamais d'Arnold. Joe Heider sans Arnold, il n'y aurait jamais eu. Ah C'est non, vrai. donc, tu vois, les deux, ils avaient besoin de se retrouver Ça, tous les deux. Donc oui, donc ça a commencé effectivement, oui, en voyant Arnold, en regardant, je sais pas combien de fois Pumping Iron et tout ça. Donc c'est clair que ça m'a fait rêver. Et mon premier concours, je crois, c'était après 6 mois, parce que chose qu'il faisait très bien Guy, c'est qu'il organisait des concours interclubs. ouais. Donc pas besoin d'aller là ou là. Donc c'est soit oui, voilà, C'est sympa pour se faire la main déjà. oui, je me Ouais. rappelais, je veux dire, tous les petits jeunes de la salle, on s'entraînait, ça transpirait, tu voyais même pas les bouées sur les vitres et tout, c'était une atmosphère super. Donc j'ai fait mon premier concours, je suis terminé dernier. Mais tiens, la motivation tu l'avais et ça l'a pas entamé en tout cas. Hein. La motivation, je l'avais. Je l'avais. Donc c'est, voilà, j'ai voulu, je savais qu'un jour, je ferais quelque chose. Le premier grand titre, donc, Hein? le premier beau trophée que tu as remporté. Ben écoute, là, au bout de 6 mois, j'ai fait effectivement cette compétition de club, je terminé dernier. 3 mois après, je suis revenu, j'ai gagné. Tu vois? Donc l'acharnement, ça paye. Hein. Ah, Le travail paye toujours. voilà. Donc après, bon bah tu sais, à l'époque, on organisait le championnat de Paris à la Bidassois et tout ça. Donc j'ai fait le championnat de Paris. J'avais fait aussi un grand prix que Guy avait organisé, un grand prix du Val d'Oise. C'était à Sarcelles, où c'est la première fois de mes propres yeux, je vois le grand Mohamed Ben Aziza qui venait spécialement de la Californie pour assister au concours. Il y avait aussi la coupe Alexandre Karali. Je ne sais pas si tu te souviens très bien, parce qu'il y avait Serge qui était là. Donc, j'ai fait ce concours où j'ai terminé deuxième. J'étais vraiment furax, car mon cher ami Albert Nanguet, Oui. qui veut faire 5e au championnat du monde junior et qui vient me déranger dans ce concours de gamin, je veux dire, j'étais énervé.
Et il gagne en toute catégorie, ce qui était juste normal. Hein. Remets-nous dans le temps, on est fin 80, début 90 on est en fait. Hein. J'ai démarré en 80. Ouais, c'était en 80, ouais, 89. C'est ça. Hein. Ouais, 89. Donc Donc voilà. j'ai fait pas mal de concours juniors jusqu'à 93. Et à partir de ce moment-là, j'ai des ennuis qui ont commencé, hernie discale. Donc voilà, je vais voir le médecin, je vais super mal au dos. Après, de l'attente, parce que j'avais personne pour moi pour me payer les radios et tout ça. Donc j'ai réussi quand même, ma sœur m'a permis de faire cette radio. Ils ont découvert que j'avais une hernie discale qui se penchait sur le côté gauche. Donc, Quel niveau Quel niveau Et 4 et 5. Ouais, souvent aux charnières, en tout cas ou proche de la charnière. Exactement, c'est comme on dit, le mal du siècle. Donc alors imagine pour moi, le docteur qui me dit, bon ben il faut laisser tomber la musculation, c'est fini, il faut plus se lever de poids, ni rien. Je me rappelle, je suis retourné à la salle, j'étais en larmes devant Guy. Pour moi, c'était le monde qui s'écroule. Hein, donc qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, juste au moment où j'ai commencé vraiment à rentrer en amour avec ce sport et à découvrir, qu'on me dit non, vous ne pouvez plus. Non, dans ce que j'ai fait pendant 8 ans, hein, plus de squat, plus de soulevé de terre, plus de rowing penché, ni rien. Donc j'ai changé mon entraînement par rapport à mes blessures. Très beau témoignage celui-là, parce que je sais pas si tu as pu écouter quelques podcasts qu'on fait aussi avec Francis Benfato, grande star, enfin moi j'admirais, tu vois, et que j'admire encore. Est-ce qu'on a besoin de présenter ce monsieur? Non, mais tu sais que les plus jeunes ne le connaissent pas, et je les invite vraiment à revisiter leur copie et à aller regarder un peu ce qu'il sait faire. Voilà. S'intéresser à un branchoir, il ferait mieux de s'intéresser Exactement. à un artiste. Tu sais ce que je dis toujours, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc je leur dis, regardez un petit peu les athlètes qui ont marqué le sport. Et souvent, il y avait eu même des questions sur un podcast qui parlaient justement que quand on a des problèmes comme ça physiologiques, et Dieu sait que toi tu en as même en ce moment, on va y revenir un petit peu plus tard aussi, qu'on peut quand même continuer à s'entraîner. Donc tu as un bel exemple encore une fois, il faut s'adapter, contourner éventuellement le problème ou essayer de le solutionner si c'est possible, et en tout cas continuer à aller de l'avant, hein. Il ne faut jamais baisser les bras. Tu sais ce que je dis, Eric? On est tous pareils, mon ami. On a 2 bras, 2 jambes. Ce qui fait la différence entre nous tous, est-ce qu'on va lâcher ou on va continuer? Donc, c'est juste utiliser son cerveau. Effectivement, ok, je peux pas faire ce mouvement-là parce que sinon, ils vont aggraver mon problème, mais je peux travailler autour. Alors, mais c'est clair que je ne vais plus à côté ce médecin parce que je sais, bon, tu connais le milieu médical en France ou ailleurs, ben voilà, pour eux, surtout quand tu es un pauvre gamin qui pose des poids, bon, bah, arrête, t'as un problème à la jambe, on te coupe la jambe, t'as un problème au bras, on te coupe le bras. Donc, ma volonté a toujours été de m'écouter, d'avoir confiance en moi et d'y aller de l'avant. Et d'avoir une technique d'entraînement, on y reviendra aussi, il y a plusieurs sujets à aborder. Hein. Donc là, tous ceux qui nous écoutent, normalement, vous allez vous régaler, hein, parce que vous aurez de quoi écouter, puis partager, j'espère, un maximum sur les réseaux sociaux et sur vos emails. On parlera de technique d'entraînement. Toi, tu es très pointu à ce niveau-là, donc ça va être intéressant. Petit exemple, tiens, moi aussi j'ai 2 hernies discales, L4, L5, L5, S1. Ça m'a pas empêché de faire à l'époque des squats assez lourds, soulever de terre, etc. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'avoir une technique la plus parfaite entre guillemets possible, et j'avais au préalable renforcé énormément sous forme de gainage et autres, enfin en tout cas mes abdos et mes lombaires. Et j'ai un bassin qui est très étroit, donc encore plus fragile potentiellement, hein, avec des charges lourdes. Le même problème, j'ai un bassin très étroit. C'est ce qui fait ma ligne. Exactement. Tu sais, on prendra l'exemple du grand athlète Flex Wheeler. Flex Wheeler, pareil, parce que le bassin très... Qu'est-ce qui a fait de Flex Wheeler? C'est les joints qui sont très fins. Ça donne ce gap musculaire. Ce qui donne ces proportions incroyables, qui les amplifie visuellement. Voilà, à l'entraînement, ça te cause énormément de problèmes parce que tu n'as pas ce bassin de cheval, hein, qui va te permettre de faire des terres très lourdes, de faire un squat très lourd. Donc... Pour parler, Mousse, pathologie justement, parce que voilà, tous ceux qui nous écoutent et qui t'apprécient, et ceux qui te découvrent aussi, savent donc que tu as des soucis de santé à l'heure actuelle, qui sont en train, en tout cas, il y a une voie maintenant, tu as trouvé apparemment ce de quoi il en retourne, hein, donc tu as des soucis articulaires, ça peut aller, j'ai vu tes vidéos, etc., du genou au coude, etc. A priori, tu as rencontré un bon rhumatologue qui t'a donné une piste, en tout cas, qui est fiable. Tu peux nous en parler? Voilà. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé en amont et jusqu'à maintenant. Comme je viens de te le dire, très tôt en fait, j'étais handicapé par mon squelette. Parce qu'à la base, maintenant avec le recul et que parce que j'étais très très curieux et que j'ai toujours voulu savoir le qui, le comment, le pourquoi, aller travailler avec des médecins, comprendre, parce que si tu comprends pas, j'ai pas envie juste qu'on me dise, ok, t'as un problème à la colonne vertébrale, on arrête tout, t'as un problème au genou, on arrête. Non, pourquoi?
C'est ma curiosité. Donc, depuis le Bien sûr. début, j'ai eu ces problèmes-là et j'ai compris tout de suite que je n'étais pas fait pour ce sport. Ça, tu le comprends. Soit tu le comprends, soit tu n'as pas envie de le comprendre et tu continues jusqu'au jour où tu te prends un mur. Donc, commençons par mon squelette qui était très maigre, qui avait du mal à supporter en fait mon poids de corps. Et je l'ai vu effectivement quand j'ai commencé à prendre énormément de poids, où j'arrivais vers les 105, 110, où j'ai commencé à énormément souffrir par ma colonne vertébrale, parce qu'en fait, plus je marchais, plus mes lombaires se congestionnaient, plus ça me tirait en arrière. Et là, j'étais obligé de prendre des arrêts tous les 2 minutes pour m'étirer et tout ça. Donc, ça a commencé avec ce problème de dernier discal. Donc, j'ai modifié mes entraînements, j'ai arrêté tous les mouvements composés comme le squat, le terre et tout ça pendant quasiment 8 ans. Ce que j'ai fait comme toi, j'ai renforcé énormément ma sangle abdominale, mes lombaires, pour avoir une parfaite balance entre les deux. Et 10 ans après, je suis revenu à faire des squats à 260 kg. Tu te rends compte? Donc, encore une fois, par terre. Encore une fois, il y a des médecins, mais après, il y a aussi le ressenti. C'est du bon sens. Si toi, tu sens que tu es capable et que tu vas pas te blesser parce que tu as bien renforcé voilà, ton corps et que ton positionnement il est idéal, tu vas tout doucement voilà, aller vers des exercices qui de toute façon vont pas te faire mal parce que tu te sens capable de les faire. Bien sûr, parce que le plus important quand tu t'entraînes et que la chose qu'il faut comprendre, c'est la stimulation. Au moment où tu as la stimulation, peu importe la technique que tu utilises, peu importe le mouvement que tu utilises, si tu sens que ton muscle est stimulé, c'est ce qu'on veut. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis souvent, dans mon boulot, je n'ai pas une seule méthode, j'ai toutes les méthodes. Il faut avoir une panel assez ouverte, parce que c'est clair aujourd'hui, avec le succès que j'ai ici, je peux bien trouver un nom bidon, un entraînement que je vais prendre par-ci par-là et dire, bah voilà, ça c'est ma méthode d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? J'apprécie ta franchise. Tu sais pourquoi, Mousse? Parce que aujourd'hui, on parlera encore. Je fais des notes pour pas oublier d'aborder tous ces sujets-là. Mais on a beaucoup de choses à dire. Mais on va parler des coachs, etc. Les gens réinventent le bodybuilding. Allez, vas-y, je te laisse enchaîner. Je vais finir le truc de ma santé. Donc voilà, toujours des hauts, des bas, effectivement, surtout avec ma colonne vertébrale. Après, de temps en temps, c'est normal, soulevant de la fonte tout le temps, donc on développe une tendinite par-ci, par-là, qui finit par disparaître. Par contre, les gros soucis ont démarré quand j'ai démarré ma préparation pour les championnats du monde à IFBB en 2013. Donc, je crois les 5 premiers mois de ma préparation, je crois que j'étais parti en France pour passer Noël et tout ça. J'étais à 126 kilos. Tout allait super bien. J'arrive et là, tout a commencé à se casser. La première chose, c'est que en faisant des analyses de sang, on avait découvert que j'avais mon taux de cortisol qui était vraiment dans les chaussettes. Ouais. Tu sais que le taux de cortisol, quand tu te lèves le matin, il est haut, au milieu de la journée moyen, le soir, il dépend du surrénal, tout à fait. Voilà. En fait, moi, le matin, il était dans les chaussettes. Donc, je passais mon temps à dormir. Je me rappelais, je conduisais ma voiture et que je m'endormissais dans la voiture. Très fatigué. J'avais du mal vraiment à récupérer, j'avais du mal à stabiliser mon poids et que tout ce que je faisais en diète et tout ça, je voyais que ça marchait pas. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais un épuisement global? Parce que c'est quand même signe au niveau surrénalien d'un épuisement général. Non, mais tu sais, je me suis énormément cassé la tête. C'est que quand j'étais en France, j'étais un chevronné de travail. Je travaillais matin, midi, soir. J'étais leader, j'étais portier, donc je dormais pas beaucoup. Et j'étais vraiment stressé. Tu sais, passer quasiment la moitié de ta journée dans ta voiture pour faire 2 pas sur le périph' et tout ça. Donc le stress était là. Ouais. J'ai commencé vraiment vers la fin à être un homme très, très, très stressé. Hein. J'étais responsable d'une très grande salle de concert à Paris, la Cigale. Donc j'avais une équipe sous ma charge. Donc et à chaque fois, c'était moi qui arrivais le dernier. Tellement que ça me prenait énormément de temps les transports. J'arrive ici, j'ai passé, écoute, ma première préparation d'ailleurs pour les Brad Cup, c'était la préparation la plus facile de toute ma carrière et celle où j'ai présenté mon meilleur physique. Donc comment je peux être stressé? J'arrive, je vis mon rêve. Donc, j'ai pas compris. J'ai dit, comment ça, j'ai jamais eu ce problème-là avant, j'étais stressé. Maintenant, ça m'arrive. Mais peut-être maintenant, avec le recul, je me suis mis énormément de pression pour le championnat du monde. Ouais. On parle quand même de championnat du monde à IFBB. C'est clair. Voilà. Et en même temps, je pense que tu as suivi un petit peu. J'étais en mode de galère. J'avais suivi à l'époque, oui. Voilà. Ça faisait 2 ans que je cours derrière le bureau marocain pour avoir l'autorisation pour faire le. Je me souviens, il y avait eu des trucs avec Mario Valero, puis après tout est bien, enfin, ils t'ont bien aidé.
Oui. Voilà, tout au début, c'était vraiment une galère. Donc, tu sais, c'est la première fois où je démarre une préparation pour un concours où je ne sais même pas si je vais participer ou pas. Ouais. Parce que ces gens-là jouaient au chat et à la souris avec moi. Quand je mettais un coup de pression, où je passais par le ministre de l'Intérieur. J'avais pas compris d'ailleurs pourquoi c'était pas clair, pourquoi c'est. C'était pas clair, c'est ça, Eric. Ouais, toujours. C'est ça, tu payes, on me l'a dit. Tu payes, il n'y a pas de souci. Comment ça tu veux que je paye? Représenter mon pays au jour de monde. Je ne veux rien que vous me payiez. J'ai payé $10,000, Eric, Eh oui. de ma poche, pour le billet d'avion. C'est le concours qui m'a coûté le plus cher, entre les hôtels, entre les voitures, entre ça. Mais écoute, j'ai juste un rêve. Je veux représenter mon pays. Oui, tu voulais représenter ton pays, ouais, c'est vrai. C'est plutôt eux qui auraient dû payer, oui, ça aurait été l'inverse. Exactement. Bon, après, voilà, il y a eu toute cette galère et tout ça. Donc, je me suis mis énormément de pression, effectivement, pour briller. Et entre-temps, j'ai eu un guest posing ici. Et là, à l'entraînement, ça commence à devenir un enfer. Mes articulations, elles étaient en feu. Pour que les gens puissent comprendre, imagine, Eric, faire un squat à vide. Ouais, mais même à vide, tu avais mal. Faire un leg extension à 15 kilos, je souffrais de martyr. Quand j'ai commencé mes répétitions pour le guest posing, tu sais, bon, par le côté artistique des poses et tout ça, j'aime bien mettre des poses de mes dos, je n'arrivais pas à mettre un genou. Sinon, il fallait que je prenne vraiment mon temps pour descendre. Mais une fois que je suis en bas, je n'arrive pas à remonter. Comment tu veux que dans le show, que je montre qu'il y a de la fluidité, qu'il y a de la puissance? Donc, je suis obligé de pousser sur mon genou pour remonter. Pour ceux qui nous écoutent, c'était plus articulaire, tendineux, osseux, musculaire. Ah bah, à cette époque-là, c'était au niveau des articulations. Mais j'avais une faiblesse au niveau des jambes. Ouais. Et du coup, ça se répercutait au niveau musculaire. Bien sûr. Puisque du coup, tu ne pouvais plus travailler correctement. Démarrer une préparation avec ces problèmes-là, moi, c'est clair. Si je ne peux pas m'entraîner à 200%, c'est ça. Je ne gagne pas. Donc, mais comme c'était au Maroc et que j'attendais toute ma vie, parce que tu sais, championnat du monde, tous les ans, ça tourne, là, ça pouvait pas mieux rêver. Un championnat du monde au Maroc, donc pour moi, c'était le rêve. Donc, je voulais y aller absolument. Donc, je me suis présenté à 70% de mes capacités. Je voulais y croire, pareil, je voulais y croire jusqu'au bout, après tous les problèmes que j'ai au Maroc, là, et tout ça, il n'y avait pas eu un seul mot, j'ai OK. Je baisse les bras, je dis non, personne ne pourra m'arrêter, je vais y aller jusqu'au bout. Bon, terminé avec une 10e place avec la moitié de mon corps. Surtout quand on voit les photos, je vais essayer d'en retrouver et de les incruster. Bon, t'aurais pas jamais dû terminer 10e, hein. Bon. Mais sans rentrer dans la polémique, mais ceux qui nous écoutent connaissent bien aussi le milieu. Il y a le côté malheureusement argent, subjectif, etc. Donc on peut pas refaire le passé. Pour moi, je n'ai jamais chipoté les classements. Pour moi, il n'y a que la première place qui compte. Oui, alors là, c'est encore mieux, c'est sûr. Première place, 2e. Mais quand tu termines 5e, ne chipote pas, oui, j'aurais dû mériter d'être 4e ou 3e. Ouais. On s'en fout. On se rappellera toujours que du premier. Et comme disent les Américains, le 2e, c'est le premier perdant. Ouais. Tu comprends pourquoi il y a autant de champions chez eux, hein, tu comprends. Hein. Les compétitions pour moi, c'est toujours été une question de vie ou de mort. C'est à ce point-là que je prends la compétition au sérieux. Si ma vie en dépend. Je ne le fais pas, oui, pour l'expérience, pour faire le beau. Non, si je vais, c'est pour gagner. Et je ne me suis jamais préoccupé qui c'est qui va faire la compétition avec moi, qui c'est qui va être présent. Tu es, comme ils disent les Américains, focus sur ton objectif. Hein? Moi, si j'arrive à présenter le meilleur physique qui soit ce jour-là, c'est ce que je veux. C'est moi. Voilà, et être en phase avec toi-même, est-ce que tu t'es fixé? Point barre. Bien sûr. Donc, je reviens à ça. Donc, c'est tous les articulations. Il a de l'heure, en fait, jongler. Un coup, il était vraiment localisé sur les genoux. Un coup, ça partait sur les épaules. Un coup, ça descendait au coude. Donc, je suis revenu après ça. Je commence quasiment tous les 8 semaines, je faisais des analyses de sang. Voilà, on a suivi ça. Moi, j'ai suivi. On en a parlé même une fois en privé sur Facebook. On a suivi tous ces examens que tu as fait et récemment une biopsie où tu as appris donc des choses intéressantes, je pense. Tu sais, on peut être aux États-Unis et ne pas trouver les bons médecins. Ouais. Et ça coûte cher aussi, je lisais ce que tu mettais. Là, il faut payer, il faut avoir les moyens aussi. Écoute, sans mentir, si je devais sortir la majorité de l'argent de ma poche sur ces 2 ans où je faisais des scanners, où je faisais des radios, je faisais ça, je suis à plus de $30,000. Alors que ceux qui nous écoutent, c'est à peu près pareil en euros, donc plus ou moins. Donc c'est énorme, une grosse somme. Exactement. Donc heureusement pour nous quand même qu'on a un système, une très bonne assurance. Comme ma femme travaille chez Nike, donc on a une très bonne assurance parce que sinon tu te soignes pas. Quand tu vas et tu fais une erreur où tu dis monsieur c'est $2,000,
Bah, Ouais. ça calme. En un mois, Ouais. j'avais fait une IRM pour mon bas du dos et pour mon Il genou. faut en faire des coachings, et là, il faut. Hein, Mais tu m'étonnes. Tu c'est m'étonnes. Non, clair. la seule chose ici, je souhaite à personne de tomber malade ici aux États-Unis. Parce que Ouais. si ça nous arrive demain, eh ben, je peux dire. Mais c'est bien de le dire parce que, comme tu disais, tout le monde pense aller aux États-Unis et faire carrière ou c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. les gens, Tu peux le les dire. gens ne savent pas la chance qu'on a en France. Ouais, La France, c'est un pays magnifique où on a tout ce qu'il faut. C'est juste que les gens qui l'ont rendu pourri et que les gens qui abusent, qui pensent qu'à leur gueule c'est et vrai. que c'est moi et l'autre on s'en fout. Mais malheureusement, tu sais, au fur et à mesure, la France va devenir comme les États-Unis. T'as de l'argent, tu te soignes. T'as pas d'argent. Parce que justement, il y a eu un abus au niveau du système social. Pour Bien revenir sûr. à ta maladie, donc moi j'ai regardé un petit peu sur internet le nom. Pas c'est donc ça. Comme tu dis, oui, en fait, ça a mis 2 ans. Ouais, Jusqu'à la fin, me dit, ok, mon médecin me dit, Mousse, je suis vraiment désolé, je n'arrive pas à trouver ce que ce que c'est. tu as. Je dis, non, Ouais. t'as pas à être désolé, je vais pas baisser les bras, j'ai fait ce qu'il fallait. Et là, elle m'a mis l'idée, ok, bon, bah, peut-être aller voir un rhumatologue. J'étais voir un chirurgien du genou, parce que j'avais très mal au genou, j'étais Mhm. voir le chirurgien de l'équipe de basket de Portland, les D'accord. Timbers. Ouais. Il m'a dit non, vous avez rien, tout est nickel. Donc il m'a donné l'adresse en fait d'un rhumatologue, que le rhumatologue était assez comique. Je passe quasiment 20 minutes avec sa secrétaire à lui expliquer tout, qui je suis, que je suis culturiste, que j'ai utilisé ça, juste pour être honnête, comme ça, Ouais, rien qui ouais. caché. Le docteur il arrive presque en chantant, il commence à me toucher les articulations. Non, non, ça va, tout va bien, vous n'avez pas des inflammations, vous avez une tendinite. Je regarde comme ça, je dis monsieur non, je suis désolé, je commence à avoir une tendinite sur tout mon corps, ça n'existe pas. Ouais. Donc bon bref, j'ai réussi quand même à avoir un deuxième où là, tout de suite, sans note, sans rien, il me dit je pense savoir ce que vous avez. Donc cette maladie qu'on appelle panodromique rhumatisme, qui a été découverte en 1944. Donc en fait c'est du rhumatisme, ça vient dans ton corps, ça peut s'installer entre 5 ans jusqu'à 10 ans. La douleur peut venir effectivement à l'épaule, faire mal pendant une journée ou 2 jours et passer de l'épaule au coude. Donc en fait, ça fait l'ascension Ouais, dans ton ouais, corps. ouais. Voilà. Ça a une origine quoi, héréditaire ou pas? Ou pas? Aucune idée, mais je pense que oui, Ouais. parce que je me rappelle que Dans ta ma famille? mère souffrait énormément de ça. J'ai mes 2 sœurs qui ont, entre guillemets, Mhm. les mêmes problèmes. Donc je pense qu'il y a une part, D'accord, qu'une part peut-être génétique, peut-être voilà, une héréditaire. part de ça. Donc, Et aujourd'hui avec le traitement, ça va mieux, ce que j'ai pu comprendre. Hein? écoute, il m'a Ça mis soulage? sous anti-inflammatoire. D'accord. Là, C'est anti-inflammatoire. j'en prends des anti-inflammatoires avant mes entraînements, mais Eric, je ne vais pas passer ma vie à prendre des anti-inflammatoires. Exactement. On sait voilà tous les effets secondaires qu'il va y avoir au niveau de tes Les intestins, des reins, bien sûr. ton estomac, C'est surtout etc. Donc j'essaye de minimiser vraiment, par exemple, sur les gros musculaires comme le dos, les pectoraux, les jambes, j'en prends. Ouais. Sinon, sur les petits, bon, bah, j'essaie de serrer un petit peu les dents. Déjà, je suis content déjà de pouvoir De faire pouvoir ce que je fais maintenant, revenir que je n'ai t'entraîner. pas fait pendant 2 ans. Tu sais, Eric, j'étais vraiment très frustré ces 2 dernières années. À quoi ça sert? J'ai rêvé toute ma vie d'être aux États-Unis. J'y suis. J'ai rêvé d'avoir les meilleures salles, d'avoir de la diète, d'avoir la connaissance, d'avoir l'argent, d'avoir tout. J'ai tout ça, mais je n'arrive plus à pratiquer ce que j'aime le plus. À quoi bon d'être ici? Et quand on entend ta passion, c'est sûr qu'on peut imaginer que la frustration, c'est vrai. Mais bien sûr, à quel point, je veux dire, j'ai poussé le truc? Non, je suis pas heureux parce que je n'arrive pas à montrer. Et le fait d'être coach, d'être derrière les athlètes, d'aller dans... Tu sais, quand j'étais avec mon athlète qui a gagné sa carte pro, ça m'a fait bizarre d'être là en tant que coach, mais pas que tant qu'athlète. Michel Brown, c'est ça, hein? Michel Brown, ouais. Ça m'a fait vraiment bizarre. Mais, en fait, quand je lui expliquais que ce problème que j'ai, que quand je descends pour faire une position de squat, j'ai mal au genou. Mais Ouais. par contre, une fois dans la position basse, je n'ai plus aucune force dans les jambes pour pousser. C'est comme s'il n'y a plus de connexion, en fait. Ouais, c'est comme ça, Donc, ouais. soit je pousse au sol, pousser sur mes genoux pour pouvoir remonter. Donc, là, elle m'a dit la seule façon pour comprendre, c'est une biopsie. Parce que quand ça arrive, on peut avoir 3 problèmes, en fait. Soit une maladie musculaire, soit une maladie des reins, soit une maladie du foie. Le foie, les reins, j'ai toujours fait des check-up nickel, j'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Donc, ça restait la biopsie que j'ai faite effectivement il y a 4 semaines et que j'attends toujours les résultats parce que ça prend 6 semaines. Mais ce qui est marrant, c'est que du jour au lendemain, j'ai... Bonjour à ta femme, j'ai vu du coin de... Bonjour. Ça, le bébé. Du jour au lendemain, j'ai commencé à nouveau à descendre et à remonter sans problème.
Je n'ai aucune explication. J'ai repris les fentes, j'ai repris du squat, j'ai repris de... Voilà. Et maintenant, avec tes deux petites filles, ça va aller encore mieux. Tu verras. Ça va super bien. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut absolument que je comprenne pourquoi j'ai l'acide lactique qui est très élevé, j'ai l'ammoniaque qui est très élevé et j'ai la créatinine kinase qui est très élevée. La créatinine kinase, c'est le taux de déchets dans le corps. C'est ça. Tu vois, tu t'entraînes énormément, tu fais des sports comme le football américain où tu as 2 entraînements par semaine, c'est normal que le taux C'est normal qu'il y ait un élevé. taux élevé, c'est vrai. Tu fais ça après un entraînement de muscu, le taux est élevé. Mais moi, il y a 2 ans, je crois ici dans la norme au niveau du laboratoire, le max c'était 129, j'étais à 5000, Eric. 5000. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. c'est... Le problème, c'est que jusque-là, je n'ai pas de réponse. En fait, le taux est descendu à 2000, maintenant il doit être à 1600, mais ça reste quand même très élevé. Ce qui est étonnant, même que terrain n'est rien, en fait, tu vois, j'ai des taux pareils. Non, exactement. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec un gros professeur, et là, je dis, comme je l'avais posté sur Facebook, j'étais vraiment très content d'avoir travaillé avec cet homme-là qui a eu une expérience extraordinaire en 1985, de travailler avec Corey Everson, Franco Colombo, Lee Heining, c'était des tests tous les meilleurs. Sur les athlètes dopés et les gens ordinaires, donc ils ont fait des tests et voilà, donc on m'a fait faire des tests d'endurance, des tests de force et tout ça pour voir effectivement, on a poussé mon muscle jusqu'à vraiment une fatigue ultime pour voir les taux. Et en fait, que je m'entraîne ou que je m'entraîne pas, mes taux ils sont très élevés. Toujours élevés. Bon. Et c'est que moi qui étais très résistant sur certains exercices comme le leg extension, que je arrivais à faire 50 répétitions jusqu'à 100 répétitions et à combattre la douleur, ces derniers temps, voilà, au bout de 4-5 répétitions, j'ai tellement la cuisse qui est congestionnée, qui brûle par l'apport de l'acide lactique, que j'étais incapable de rien faire. Donc ça me posait des questions. Pourquoi ? C'est clair. Donc voilà, je suis toujours à la recherche. Donc déjà, j'arrive à m'entraîner, j'arrive à avoir des sensations maintenant de la pompe, sentir un petit peu la force qui commence à monter. Mais voilà, mais j'ai perdu énormément de poids pour que les gens qui voient et disent tiens, qu'est-ce qui lui arrive ? Moi, j'ai jamais été un gros mangeur à la base. Moi, je mangerais 1 fois par jour, ça me suffit, j'ai pas besoin de faire plus. Mais par ma carrière en culturisme, je suis un robot. Il faut manger tous les 2 heures, tous les 3 heures, je me pose pas la question, je m'assois. Même si ça me prend 1 heure, je vais le finir. Parce que quand on démarre à 53 kilos, il n'y a pas... Il n'y a pas de secret. Moyen de manger. C'est manger. Donc, dès que je baisse mes calories, dès que j'arrête de manger autant et que je n'ai plus la motivation, j'arrête pas à m'entraîner, à quoi ça sert de manger 6 fois ? Donc, j'ai repris un rythme normal. J'avais perdu pas mal de poids, mais jamais en dessous de... T'as quand même un beau gabarit, là, encore. Tu as combien, là ? Je fais toujours 115 kilos. Parce que quand je dis attention, sur les 2 ans que je dis voilà, je m'entraîne pas, je m'entraînais toujours. Voilà. Toujours, c'est juste, je n'ai jamais été satisfait quand je m'entraîne à 100%. Comment tu veux que je sois satisfait ? Ce qui prouve encore que qualitativement, ton entraînement, puisque tu dois contourner justement toutes ces douleurs, il doit être vraiment performant ton entraînement, là on va en parler après, pour que tu puisses maintenir aussi ce gabarit. En tout cas, tout ce qu'on peut te souhaiter, et tous ceux qui nous écoutent, je pense la même chose, c'est que tu puisses non seulement trouver vraiment ce que c'est une bonne fois pour toutes, et puis revenir au premier plan, en tout cas on te le souhaite, et sur scène, puisque c'est là où tu prends ton pied, et que nous on aime te voir avec cette ligne qui à chaque fois nous émerveille. Petite question qui plaît aux fans, mais les fans c'est moi le premier aussi, puisque quand on te voit sur scène, etc., on sait tout le parcours. Petite parenthèse pour ceux qui disent à chaque fois les stéroïdes, Eric, tu parles des culturistes. Je fais pas l'apologie des stéroïdes, je n'ai rien contre, mais je dis toujours qu'il y a beaucoup de sacrifices quand on est culturiste professionnel. L'abnégation, le travail, la diète, les trainings. Donc tout ceci, on peut pas vous l'enlever. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule en 2 secondes. Alors, quand on fréquente les salles, quand on arrive sur le sol américain, raconte-moi un petit peu ce que toi tu as ressenti, et quand on fréquente les salles à Portland, ou le Gold Gym, et je t'ai vu à Venice Beach dans des vidéos, où toi maintenant tu te retrouvais dans ces vidéos-là que tu voyais à l'époque et que tu admirais, en te disant ça j'aimerais bien le vivre un jour. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Waouh. Déjà, tu sais que ça fait maintenant à peu près 4 ans que je suis installé définitivement aussi aux États-Unis, mais j'ai commencé à voyager aux États-Unis depuis 2007. 2007, c'était ma première année aux États-Unis, juste après quand j'ai gagné les championnats du monde NABA. Donc je suis arrivé ici avec ma femme, mais la première année, en fait, j'ai passé ici 4 semaines. On est arrivé sur Los Angeles, Hollywood, on est monté à San Francisco, on est monté à Las Vegas, de Las Vegas, on est revenu, on a fait vraiment le tour en voiture, on a tout visité. Donc, écoute, pendant ce séjour-là,
j'étais comme quelqu'un qui vient de prendre un KO. Je n'ai pas vraiment profité, c'était trop pour moi. J'ai rêvé de cet endroit toute ma vie, mais comme en fait c'était sur un... Ok, on part aux États-Unis, je n'ai pas eu le temps de construire ça dans ma tête, donc en fait j'étais comme un enfant. Partout où j'y allais avec ma femme, j'étais comme ça. En fait j'étais dans un rêve. Et effectivement, quand tu rentres dans le... Hein? Elle confirme. Donc, la première fois que tu rentres au Gold Gym, c'est un enfant chez Toys R Us. Je te pose la question parce que moi j'y suis jamais allé, j'espère y aller, je devais y aller cet été et puis j'ai pas pu, mais j'espère y aller très prochainement. Et je sais que parmi les fans, il y en a énormément dès qu'ils voient des photos, des vidéos que vous tous vous portez en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde. Ben nous on vit ça un peu par procuration, tu vois, donc de t'entendre en parler, ben ça je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont avoir les oreilles comme ça, qui vont se tendre vers leur micro, ouvrir bien grand les yeux. J'étais un des premiers, effectivement. À partir de 2007, j'ai commencé à voyager. Et tous les ans, je partais là-bas pour 3-4 semaines. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Tu sais, beaucoup de choses me disent, mais Mousse, quand même, t'as un certain savoir, t'as une certaine carrière, des titres et tout ça. Est-ce que t'as besoin d'aller là-bas? Je dis, mais moi, je vais aux États-Unis, je vais à l'université. Parce que j'ai envie d'apprendre encore. C'est là-bas que ça se passe. En France, il n'y a personne. Mon premier coach en France, c'était Jean-Michel Sorel. Oui, Jean-Michel Sorel. Oh, oui. Jean-Michel Sorel, tu sais quoi? Jusqu'à un jour. Et ça. Que devient-il d'ailleurs? J'ai pas de nouvelles. Tu sais pas? Je n'ai plus de nouvelles. Voilà, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas pu retracer. C'est vrai. Qui était, pour le rappeler, qui était champion de France. Exactement. Qui était champion de France IFBB. Donc c'était un athlète magnifique avec une ligne extraordinaire. Jusqu'au jour, Eric, il me dit, Mousse, j'arrête. Il me dit, au niveau savoir, tu m'as dépassé par ta curiosité. Je ne peux plus rien t'apporter. Maintenant, il est temps que tu trouves quelqu'un d'autre pour t'apporter un autre. Et ça, c'est énorme qu'un coach te dise ça. C'est fantastique. Tu sais, on avait un rapport avec Jean-Michel, il n'avait pas besoin de parler. Rien qu'avec les yeux, je comprenais ce qu'il voulait. Mais il n'avait pas besoin d'être derrière moi. Tu sais, quand j'ai commencé à me préparer, ma première préparation avec lui, c'était en 2002 pour le jubilé de Serge Nubret. Ouais. Je passais 4 heures d'entraînement par jour. Même lui, il était étonné. Je démarrais par 1 heure d'abdos, 2 muscules et 1 heure de cardio. Tellement que je voulais absolument bien faire. Donc après lui, qui sait, je regardais à droite, à gauche, qui c'est qui va pouvoir m'aider pour le prochain step? J'ai travaillé avec Cap des Bois. Oui, aussi qui a des abdos fantastiques, une sèche incroyable. Surtout, c'était l'un des plus gros bébés quand même. C'est vrai. Pro IFBB, après Boaf a fait quand même été champion du monde. Moi, pas professionnel, amateur, qui a fait la nuit des champions. Je vais essayer de retrouver des photos et de les incruster pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas. Exact. C'est vrai. C'était l'époque de Eric Patin, et tout ce bon monde, James Revel. Ouais. Donc, à partir de ça, je dis, ok, il est temps que je pars aux États-Unis. Et j'ai eu le grand honneur, en 2007, de rencontrer le grand Milos Archel. Donc, il est très pointu aussi dans ses entraînements, hyper pointu. Je me délecte de ses vidéos, alors que pourtant, on en parlera tout à l'heure, moi des fois je suis aux entraînements courts, en fonction des objectifs, et lui ils sont très longs, très intenses, mais quand même il y a toujours des choses hyper importantes à prendre chez lui, surtout c'est la qualité du mouvement aussi, j'aime beaucoup. Si t'as l'œil, t'as tout compris. Ouais. Si t'as tout compris, parce que quand t'as l'œil et que t'es pas trop con, tu vas pouvoir prendre ce qui marche pour toi, ce qui te semble valable. C'est ça. Tout ce qui est cinéma, tout ce qui est... Et alors, tu peux insister sur ça, parce que tu as dit 2 choses importantes. Pour ceux qui nous écoutent, moi j'insiste, et je le dis quand je le fais avec Francis Benfato, j'ai pas la prétention, moi je suis pas allé sur scène, donc j'ai pas le physique pour avoir cette légitimité-là. Par contre, j'ai ma passion depuis donc une 30aine d'années, et beaucoup d'expériences, des bouquins, j'en ai partout dans la maison, et des Delavier, et des anciens bouquins de l'époque, des Arnaud d'Encyclopédia Bodybuilding, on a tous eu ces choses-là. Bref. Mais surtout mes recherches personnelles aussi, tu vois, depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années. Que ce soit en physiologie, en biomécanique, etc., etc. Mais surtout, ce que tu as dit un mot important tout à l'heure, c'est la curiosité. Beaucoup aujourd'hui tapotent sur Internet, voient une pseudo-star qui débarque, mais on y reviendra tout à l'heure, prennent une info, un exercice qu'ils croient qui vient d'être inventé aujourd'hui, alors qu'il date depuis le siècle dernier, avant même Eugène Sandow, etc. Donc la curiosité, tu l'as dit, la passion, le regard et surtout l'individualisation. C'est-à-dire ce que la personne est en train de montrer, il y a peut-être quelque chose de bon pour nous. Il faut l'expérimenter, puis ainsi de suite, voir si ça marche. Ne pas oublier que c'est un sport individuel. Totalement. Et qu'effectivement, aujourd'hui, tu sais, les jeunes, ils sont victimes de leur époque. Leur époque, c'est Internet. Trop d'informations, plus d'informations. Ne pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un business à travers le monde.
Tu sais ce qui se passe en ce moment, effectivement, en France, avec la montée des coachs et tout ça. Mais ici c'est puissance 1000. Ouf. Parce qu'en France, ça pullule, hein, ça pullule. Ici, c'est la guerre entre nous, ici. Hein. J'imagine. Coach. Donc, c'est très bien que ça démarre ici, que ça met 50 ans avant d'arriver en France. Donc, c'est pour ça que quand je regarde ça avec Anne, ça me fait toujours un peu sourire. marrer. Donc non, tu sais, comme tu dis souvent, c'est pas parce que tu n'es pas athlète, que tu n'es pas monté sur scène et que tu n'as pas de niveau, que ça veut dire que tu es bête, Eric. Tu as beaucoup plus de mérite que les mecs qui montent sur scène. Et c'est pas parce qu'on a un corps développé qu'on gagne des compétitions, ça veut dire qu'on a un savoir derrière. Il y a des gens qui sont nés pour être bodybuilder. Donc que tu soulèves des pierres, que tu soulèves un halter, tu vas te développer. Que tu manges 5 repas, que tu manges un seul, tu vas te développer. Tu vois, c'est voilà, comme ça que je le vois, moi aussi. Avoir le sens de tomber sur le sport sur lequel tu es né. Comme je dis souvent, tu penses que les athlètes qui courent avec Usain Bolt, ils s'entraînent pas aussi dur? Oui. Mais simplement, il est fait pour ça. Sa génétique, il est pour juste partir comme une fusée sur le 200 sur 100 mètres. Tu as vu récemment, même alors qu'il était soi-disant donné perdant, il a ralenti à la fin et Galtine, il était quand même, tu as vu derrière. Hein. Comme d'habitude. C'est un phénomène. C'est un phénomène, c'est clair. Après, on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, bah, il restera le meilleur, c'est le roi, lui, incontestable. Comme Arnold dans le bodybuilding. Ou Elvis Presley, on en parlera tout à l'heure aussi dans la musique, le King. Pour revenir au Gold Gym, tu as rencontré un peu d'autres personnes au-delà de Milos, à moins que tu veux rajouter quelque chose sur Milos, Charles Glass, des entraîneurs. Alors, Jim, pour moi, effectivement, qui débarque dans cet endroit, que je vois tous ces athlètes et que je n'ai qu'une seule envie, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est d'apprendre. Bien sûr. Je parle pas anglais. Je parle pas l'anglais. Tu parlais pas du tout en arrivant, pas du tout. Non, en 2016, tu comprenais un petit peu, mais tu parlais pas, peut-être. Mais vraiment, mais tu sais, moi, je suis un peu bête. Si je comprends pas toute la phrase, j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose, donc j'ai le sens de ce que je veux comprendre n'est pas bon. Donc là, ma pauvre femme, je la remercie énormément parce que c'était la traductrice au milieu. Alors, dis-lui, qu'est-ce qu'il a dit, et dis-lui. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un, par l'intermédiaire d'un interpréteur, c'est pas pareil, c'est cassé, c'est haché. Les mecs, ça les saoule. Donc, non, donc c'était le rêve pour moi d'être là-bas, tu sais. S'il n'y avait pas elle, je passerais la journée. Parce que cette atmosphère, le Gold Gym. Et l'entraînement là-bas, la première fois que tu touches une haltère, t'as pas le cœur qui bat vite quand tu t'entraînes là-bas et tu dis c'est moi qui y suis là? Mais t'as envie de tout se lever, t'as envie de tout faire. Hein. Voilà, c'est l'atmosphère. Ouais. C'est l'atmosphère, c'est juste moi, tu sais, je suis là-bas, mais en même temps, je me dis. Arnold s'est entraîné ici, Le Ferrignan s'est entraîné ici, Samir Banout s'est entraîné ici. Donc, et t'es capable même de les voir des fois dans la journée, de les croiser peut-être même si t'as la chance. Ma femme, en faisant le marché, elle a fait écraser Le Ferrignan. C'est pas chez moi en Corse que ça arrive d'arriver. Tu m'étonnes. Et tu sais, après l'entraînement, il y a un banc à l'extérieur. Mais je passais des heures assis dessus en train de prendre mon shaker, regarder ces mecs arriver en débardeur, la plage qui est pas loin, effectivement, de voir Le Ferrigno qui arrive, ou de voir à l'époque Sylvie Samuel, Will Harris, Gareth Stradham. Tu vis un rêve en fait, tu es dans ce rêve-là, et tu en fais partie, etc. C'est clair, alors je dis voilà, en 2007... Mais t'as gagné tes galons, hein, avec le NPC, t'as gagné tes galons sur place, tu t'es fait connaître, on a parlé de toi... La première année, j'arrive, c'est la première année 2007, c'est là où je rencontre Milos, je commence à m'entraîner avec lui au fameux Colosseum Gym qui est fermé maintenant, qui est à 1 heure en fait de Los Angeles. Beaucoup de vidéos sur internet sur ces coachings au Colosseum, c'est ça? Comment il s'appelle? Colosseum Gym, ouais. Donc c'est marrant parce que j'ai des entraînements avec lui, Hitada Yamakashi, comment il s'appelle Il y avait Denis Wolf à un moment, il a eu aussi. Les Good, tu te rappelles du fameux Australien qui est décédé il y a quelques années, mais tout ça c'est sur des petites cassettes, mais j'ai pas réussi à le mettre effectivement sur des CD. Donc en fait, pour revenir sur l'histoire du Colosseum, c'est ni plus ni moins que l'ancien Powerhouse Gym où on voit Sean Ray se préparer pour les concours. C'est la fameuse salle de James Brown. Tu te rends compte? Le fameux James Brown. Oui. En fait, c'est lui qui était Vince Taylor qui est venu en Corse, j'ai eu la chance de l'avoir. C'était celui qui a inspiré en fait Vince Taylor. C'est lui qui avait le côté showman. C'est vrai. On se souvient à Olympia, je crois que c'était 84-85, je sais plus, quand il smurf comme ça, enfin il fait. Et le machine est en train de faire un trou sur la moquette. C'est terrible. Et après en fait il a une déchirure au niveau des pectorales et après c'était fini. Donc pareil, être dans cette salle, être avec ce grand monsieur, ces athlètes, c'était juste énorme. Donc ça c'est 2007, 2008, je suis rentré en 2008, 2009,
2010, je prends la décision effectivement de participer à un NPC. concours IPC. Donc j'ai pas mal cherché tout ça. J'ai dit ok, les meilleurs concours, parce que tu sais au niveau IPC, tu as des concours toutes les semaines, Eric. Oui, c'est vrai que là-bas, il y en a des milliers, c'est même pas des centaines. Peut-être Parce par que an. Ouais. Parce que c'est un business, mon ami, Voilà, c'est un voilà, business. voilà, c'est Donc, ça. donc ça pousse comme des champignons. Tu vois. Donc, quand même, je voulais pas faire n'importe quelle chose. Donc, je dis, ok, les meilleurs sont du côté est, à Los Angeles. Donc, l'Excalibur, qui est vraiment très réputé, à Culver City, qui est vraiment à 10 minutes du Gold Gym. Donc, je me suis préparé pour ce concours. Et je gagne le Super Heavyweight. Et là, bon, c'était enfin la reconnaissance. Ouais. Parce que quand Très tu te belle vois, reconnaissance. tu fais ton concours, tu gagnes, et que le lendemain, tu as rendez-vous avec Bill Comstock de Flex Magazine, que la veille était en photoshooting avec Dexter Jackson, et que tu arrives, tu as toutes ces lumières sur toi, et les gens te regardent, te félicitent parce qu'ils t'ont vu. Qu'est-ce que tu veux de plus, Eric? Qu'est-ce que tu veux? T'as tout pour te croire pour la super méga star. À mon niveau, j'étais la star. J'arrive au Gold Gym, je suis arrivé en 2007, inconnu du bataillon, 2008, les gens me regardaient même pas. Au fur et à mesure, les gens commençaient à se souvenir un petit peu de moi, mais là, t'arrives comme le King, tu viens de gagner l'Excalibur. Donc, et c'est là, c'est la première fois. Et un Frenchie en plus, tu vois, c'est toute une histoire autour, etc. Jusqu'au surnom qu'on t'a donné par la suite. Je rencontre Eric Delorio qui me prend en photo et tout ça. Il me dit, écoute, à l'époque, il était avec Jay Cutler. Il me dit, je vais te mettre sur le plan de Jay. Donc, c'était juste une ordre. Et surtout, tu sais, j'avais toute une ligne de photographes pour organiser des photoshootings. J'ai gagné mes premiers sous avec ça. Un photoshooting. Formidable. En photoshooting, parce que c'est payant. Tu vois, ce qui est intéressant dans ce podcast, cette interview, c'est qu'il y a beaucoup de messages positifs. C'est ça, moi, qui me plaît à travers ton témoignage. C'est parce que les gens, tu le sais, hein, nos parents, etc., enfin, en général, ils voient toujours d'un mauvais œil le culturisme, enfin, le body en général. Et on voit quand même de très belles réussites. Même si c'est parfois une élite, hein, parce que les plus jeunes qui se lancent et qui veulent être sur la scène Olympia, il faut tout de suite leur dire qu'il y aura tellement, enfin, une minorité, hein, c'est peut-être une dizaine dans le monde. Excuse-moi, juste une petite seconde, Eric, par rapport à ça. Que moi, quand j'ai démarré, le mec qui venait de gagner le championnat de Paris me faisait rêver. Les mecs, le top 5 de championnat de France me faisaient rêver. Tu vois, parce qu'effectivement, on n'avait pas Internet, on ne suivait pas Affiliate et compagnie. Donc, déjà, quand tu avais Olympia, il fallait attendre un mois pour avoir les résultats. Et les news, donc, on rêvait avec les mecs qui étaient chez nous, qui étaient accessibles. À notre portée, ouais. Il faut rêver grand, mais il faut, étape par étape, se fixer des objectifs. Tu vois, se fixer à l'objectif de détrôner Félix, d'être sur le plateau d'Olympia alors que tu n'as même pas gagné une compétition de quartier. Voilà. Après, il faut être raisonnable, c'est vrai. Donc, toute cette expérience-là, en tout cas, moi, ça me fait réaliser que, en côtoyant des gars comme Milos Sarcev, qui sont hyper pointus au niveau training, tu avais des connaissances, tu étais curieux, tu allais chercher des informations, tu as continué comme ça d'emmagasiner un bagage de plus en plus important pour faire ta propre compréhension des techniques et de cette possibilité d'individuation, hein, que maintenant tu dois mettre en place pour tes clients. Tu as connu d'autres personnes qui t'ont inspiré aussi au niveau technique, sur place? J'ai eu effectivement de côtoyer pendant 4 ans Milos, effectivement, et de prendre ce qui m'intéresse de ses techniques, de sa philosophie d'entraînement. Après, j'ai fait appel à Dave Palumbo. Super connu lui aussi, hein, maintenant, bon, il continue avec sa radio, etc., à propager les news. Avec Massol et le fameux... C'est ça. Donc, c'est une expérience qui n'était pas bien du tout. Hein. Ouais. Là aussi, je vais développer c'est bien, oui, vas-y. là-dessus. Après, en étant au Gold, tu sais, à chaque année que je retournais au Gold, j'étais là et j'observais le fameux Charles Glass. Charles Glass. Voilà. Donc, je l'observais, mais j'ai jamais senti assez confiance de dire, ok, je vais aller le voir pour m'entraîner avec lui. Dis-nous, excusez-moi, je t'interromps, mais dis-nous pour ceux qui ne le savent pas, peut-être les plus jeunes qui écoutent, Charles Glass, donc un ancien Olympien, hein, il a participé à Monsieur Olympia. Super athlète, pour ceux qui verront sur YouTube, il fait même des cabrioles, donc un athlète complet, hein, pas simplement culturiste. Et aujourd'hui, connu comme le gourou à la mecque du bodybuilding, donc Gold Gym en Californie, comme étant le king des kings des coachs en fait. Hein. Exactement. Et tu sais comment Charles Glass a fait sa réputation? Parce qu'effectivement, je suis le plus des anciens. Voilà, oui, anciens, parce qu'il y en a d'autres, bien évidemment. Hein. On n'a pas la chance, effectivement, d'aller aujourd'hui, de rencontrer un Berry Demer, un Gary Strydam ou un Arnold Batman. Oui, lui, il était là, il est resté là, comme Robbie Robertson et d'autres qui sont toujours au Gold Gym. Exactement. Mais Charles Glass
a fait sa réputation, excuse-moi du mot, avec des feignasses. Tu sais, les feignasses, c'était Flex Weller et Paul Dillett. Des mecs qui étaient vraiment pas des très bons exemples à prendre au niveau de l'entraînement parce que c'était pas des acharnés ni rien. Ouais, mais qui avait une méga génétique derrière. Exactement. Donc lui a créé sa réputation avec eux. Donc c'est clair qu'il joue énormément avec les angles. Il n'est pas stupide. Parce que sur la création de choisir par exemple des angles un peu spécifiques comme le fameux axe squat à l'envers et tout ça, donc c'est vraiment lui qui l'a écrit. Vraiment voilà des petites techniques mais qui changent vraiment parce qu'il connaît vraiment très bien la biomécanique au niveau de l'entraînement. Donc c'est pour ça que j'ai regardé énormément, mais j'ai vu que quand il entraîne monsieur tout le monde, il passe son temps au téléphone ce monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'en a rien à serrer, il est là il est avec les stars, parce qu'en fait, je ne sais même pas si les stars le payent, parce qu'en fait, pour eux, c'est bien. Ça fait bien d'être avec le fameux Charles Glass, parce que tu as Muscular Development, tu as Flex Magazine qui filme et tout ça, et au niveau des juges, au niveau du milieu, ça pousse un petit peu, parce qu'il faut toujours avec qui tu es. Oui, c'est toujours l'entourage qui va te permettre. Oui. Qui c'est qui est derrière toi. Donc, mais quand c'est quelqu'un d'inconnu, là. Par contre, j'ai observé un autre monsieur, qui est Will Harris. Oui. Énorme, colossal, oui. Will Harris, qui était un ancien joueur d'ailleurs de football américain, la fameuse équipe qui était vraiment très, très, très méchant, très. Les Raiders. Les Raiders, ok. Il a fait pas mal de films, de clips de rap et tout ça. Et donc j'ai remarqué qu'il était vraiment très technique, que d'un client à l'autre était vraiment le même. Donc voilà, j'ai été le voir. On a commencé à démarrer les entraînements ensemble. Il a compris à quel point j'étais passionné, que j'étais intéressé par les techniques. Et à chaque fois, c'était un pur bonheur. C'était un pur bonheur. Je n'avais pour ma monnaie. Super. Donc voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toi-même, ta femme donc travaille pour Nike, hein. Toi-même tu as donc travaillé et de suite en tant que coach, de suite. Alors déjà, autre chose qu'il faut vraiment revenir dessus, c'est que je n'ai pas eu marre un jour et j'ai fait ma valise et que je suis aux États-Unis. Comme on l'a dit au début, on ne s'installe pas comme ça aux États-Unis. Oui. On a eu une opportunité et que je l'ai saisie. C'est que ma femme, en fait, travaille chez Nike. Donc, a commencé déjà au siège au niveau français, et au bout d'un an, chose qui arrive très rarement, et je suis vraiment très fier d'elle parce que je l'appelle mon petit Albert Einstein, tellement qu'il en a là-dedans. Elle a été expatriée, on a été expatriés aux États-Unis par le siège mondial de Nike qui se trouve ici à Portland. Tu vois. Donc, l'objectif de Nike, c'était de nous ramener ici pendant 2 ans, qu'elle prend un maximum d'informations, de connaître du monde, de prendre du grade. Et l'objectif après, ce qu'ils font ici chez Nike, on te renvoie en Europe, à Amsterdam, là où il y a le siège européen. D'accord. Voilà. Donc on est venu ici, on a ramené toute la maison, les conteneurs sont arrivés et tout ça, donc ces 2 ans, voilà. Donc en venant ici, moi, au fond de moi, je savais que je n'allais pas repartir. Je savais, je suis venu, c'est pour rester ici. Et même pour te dire, j'en ai rêvé toute ma vie, et le jour où elle m'appelle et me dit commence à faire ta valise. Non. C'est un choc, parce que j'ai réalisé comment ça fait partir. Mais j'ai mon travail ici, j'ai mes amis, j'ai mon repère. Comment je vais faire? Je pars, je parle pas la langue, j'ai pas de boulot. C'était juste un choc énorme. Bon, ma femme est venue 2 mois avant moi. Moi, je suis resté parce que j'étais en préparation pour Mister Univers là-bas. Donc, je voulais rien changer à ma préparation. Je suis resté dans la même maison pour vraiment avoir mes mêmes habitudes et tout ça jusqu'au concours. Et en même temps, voilà, débarrasser la maison et tout pour tout emmener. Donc, en venant ici, c'est Nike qui a tout fait pour moi. C'est Nike qui nous ont fait les papiers. En 2 ans, Eric, on était comme des rois. La maison payée par Nike, les voitures, tout, des rois. On avait une maison 450 mètres carrés. Tu nous fais rêver, là. Voilà, moi et ma femme. Tu vois, peut-être que je peux me faire passer pour un prétentieux, mais je dis juste la vérité. Je suis pas prétentieux. Je dis juste les choses. Pourquoi? Au contraire, tu dis les choses, tu aurais pu en dire autrement. Non, tu viens de dire la vérité. J'ai remarqué un truc. L'être humain aime quand tu lui racontes des choses tristes, des choses qui font de la peine. Tu vois. Mais quand tu lui racontes des choses où tu as réussi, que tout va bien, que c'est super, les gens, tu dis oui, mais non, voilà. Comme ils ne se voient pas en toi et que ta réussite reflète sur leur échec, eh ben, tu te fais passer pour un prétentieux. C'est ça la différence ici aux États-Unis. Tu réussis ou tu dis bravo monsieur.
t'as fait quelque chose, bravo. Comment vous avez fait? On aimerait bien faire comme vous. Mais pas, ouais, non, t'as réussi, c'est parce que t'es un dealer, parce que t'es ceci, t'es celui-là. Et c'est ça la différence entre la mentalité américaine et la mentalité française et européenne. On en a parlé, tu te souviens, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Moi, je le dis à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. En France, il y a quand même beaucoup d'égoïstes. Moi, je le dis, pourtant, je fais un magazine. Il est gratuit, donc moi, on peut pas m'accuser de quoi que ce soit, il est gratuit. Et bien, malgré la gratuité, il y en a certains que, je te disais tout à l'heure en aparté, ils me tapent sur l'épaule, bravo, bravo, mais même pas un like. Alors, il est gratuit, je me démène vraiment pour interviewer des gens, me déplacer, prendre des photos, le tout à mes frais en plus, à mes frais. Cette année, ça va changer. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Et je continuerai quand même cette passion parce que le magazine, c'est mon bébé. Et je comptais vraiment apporter ce petit plus quand j'ai vu que le monde du muscle n'existait plus. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir une grosse équipe avec moi. Je les remercie tous s'ils m'écoutent dans ce podcast. Oui. Concernant, si je peux te donner un conseil, ne change pas l'homme que tu es. Reste passionné comme tu es. Si les autres ils sont contents, tant mieux. S'ils sont pas contents, c'est pareil. Et comme il le disait très bien, mon kiné, quand j'étais en France, qui était un très grand pratiquant d'arts martiaux, de kung-fu et tout ça, vraiment le côté MD, ne laisse jamais les gens te polluer. Ah oui, non mais on est d'accord. Tu sais, je vais te suivre, c'est-à-dire que moi je resterai passionné, sauf que tout ce que je fais en plus, parce que je voulais le faire pour aider et développer une communauté, quand je vois qu'il n'y a pas le retour forcément que j'attendais, au bout d'un moment, il faut être réaliste, il faut en faire un peu moins. Mais par contre, je vais en faire beaucoup, je te rassure, et je continuerai d'apporter ma pierre à l'édifice, mon humble pierre avec tous mes collaborateurs, qui m'aident tous les mois. Parce que si on a le retour, tant mieux. Si on l'a pas, au moins tu ne seras pas déçu parce que tu le fais pour toi. Exactement. Sache, et ceux qui nous écoutent, je vais en faire une petite vidéo à part sur moi après, c'est que je suis extrêmement fier de savoir que jusqu'au Gold Gym, certains lisent le magazine, même s'il est en français, il n'est pas traduit en anglais, sauf la rubrique California News de Sébastien Large, que je remercie au passage. Pour moi, tu sais, quand on parle aujourd'hui ou que je discute, je fais des podcasts avec Ben Fato, que j'admirais, j'étais ado et je voyais dans les magazines, et aujourd'hui j'ai la chance de parler des heures avec lui entre WhatsApp, etc. Enfin, c'est moi aussi je vis mon petit rêve, tu vois. Et donc je veux continuer là-dedans. Les rêves, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens, qu'ils soient grands, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Selon de Francis Ben Fato, je le cite régulièrement dans mes entraînements parce que j'ai piqué un exercice que j'ai eu l'honneur de discuter avec lui, qu'il m'a expliqué certaines choses et que ça fait tic dans ma tête ce jour-là. Donc depuis, cet exercice que j'ai compris grâce à lui, le qui, le comment, le pourquoi, et ben chaque fois, je donne l'explication aux gens. Voilà pourquoi je fais cet exercice et par qui il m'a été donné. On en parle, si tu veux, dans la partie technique entraînement. Peut-être on ferait une petite pause pour que je fasse un premier enregistrement et comme ça on me permettra de boire un coup. Mais tout ça pour te dire, c'est que voilà, extrêmement fier. Moi, je suis content de ce que je fais. Le magazine prend une petite tournure santé aujourd'hui parce que c'est important de passer les messages de santé. Le sport, c'est bien, c'est ce qui nous cadre dans la vie, qui nous apporte des valeurs les plus belles, je pense, qui nous fait se dépasser. Mais il faut faire attention à sa santé. Je parle pas de dopage, je parle de respect de son intégrité physique, articulaire, tendineuse, donc comme on parlait tout à l'heure, etc. Autre chose par rapport à ça, puisque c'est un sujet tabou en France et tout ça. Et pourquoi ne pas parler de dopage? Tu penses que les gens sont stupides? Tous les athlètes du monde entier, on cherche la performance. Bien sûr qu'on prend des produits, bien sûr que j'ai pris des produits au long de ma carrière. Maintenant, c'est juste savoir comment les prendre et faire les choses intelligemment. Parce que malheureusement, comme je te dis tout à l'heure, c'est que les gens, ils entendent tellement des choses qui commencent à faire leur propre expérience et c'est comme ça qu'ils se flinguent la santé. Et au jour d'aujourd'hui, surtout en parlant du dopage, on sait très bien qu'il n'y a plus la même qualité qu'il y a 20 ans en arrière et qu'aujourd'hui, avec tous ces laboratoires underground, j'apprends qu'il y a des gens qui font des mélanges dans leur cuisine. Mais tu sais, je vais te dire... Et tu t'injectes ça dans tes veines. C'est là le problème. Et tu as raison de le dire, tu sais. Mais on va en parler. Peut-être qu'on fera un podcast à part, même tous les deux, si tu veux, parce que moi, on me l'a demandé, donc je pense que je vais le faire. En tant que journaliste, je peux aborder certains sujets. On peut m'attaquer, mais je peux quand même les aborder. D'autres ne peuvent pas les aborder. Ils auraient des soucis, même assez importants. Comme on le disait tout à l'heure. Exactement. De la France, voilà. C'est ça, voilà. Mais par contre, il faut le dire. Après, tu sais, je pourrais aussi, moi, dénoncer la pilule. En ce moment, en France, il y a un gros débat sur les vaccins pour les nourrissons. Il y a tellement de merde qui nous injectent quand on est enfant et quand on fait le BCG, etc. Et par contre, ça, c'est légal.
Ça, c'est légal, tu vois Ma, ce que je veux dire? ma femme vient de refuser à l'hôpital parce qu'il voulait faire des vaccins aux petites. Je suis tout à fait Mais les d'accord. petites, elles ont un système immunitaire à zéro. Pourquoi on Oui. leur met des Il faut vaccins? attendre 6 mois à peu près pour qu'il soit à peu près terminé, le système immunitaire. Il le Non, dit très non. bien, c'est un cancérologue en France, le professeur Joyeux, peut-être tu le suis sur Facebook. Donc, on peut aborder ce sujet-là, puisque aujourd'hui, les femmes qui fument et qui prennent la pilule, c'est un cocktail détonnant, et ça va provoquer vraiment des dégâts majeurs, dont des cancers. Alors que peut-être sous un contrôle, peut-être vous êtes encore plus précis, vous les culturistes, que ce qui se passe pour le commun des mortels avec les médicaments, etc. Bien sûr, puisqu'on Tu as- s'intéresse. Exactement. Et en s'intéressant, on est conscient aussi de certaines choses, on apprend comment fonctionne le corps humain et comment il réagit, etc. Des choses que les gens ne savent pas. Les gens, ils mettent quelque chose dans la bouche, ça descend dans l'œsophage, ça va dans l'estomac, ils savent même pas comment ça se passe. Tu vois? Et voilà. Et moi, le magazine, je veux doucement qu'on arrive à expliquer tout Ouais. ça. Le problème de la malbouffe qu'on a au jour d'aujourd'hui et tout ça, et que les gens sont en Tiens, train de se suicider petit à petit. petite question, tiens, c'est un aparté, c'est même pas dans les feuilles que je t'ai laissées. Comme ça, ils voient, là, ceux qui nous écoutent, que nous, on enchaîne comme ça avec passion. Être préparé. Hein. Ah non, là, non, là, on est parti en freestyle, hein, complètement, là. C'est les meilleurs interviews, c'est comme ça. Exact, exact. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était surtout concernant la bouffe. Moi, j'ai une phobie un petit peu de quand j'entends parler des hamburgers, des trucs comme ça au niveau des OGM, de tout ce qui se passe aux États-Unis où il n'y a plus de normes, tout est autorisé. Est-ce que tu penses que la bouffe, elle est quand même correcte aux États-Unis, ou est-ce qu'on est parti dans les excès, mais qui sont contrôlés? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Comme je dis souvent d'ailleurs ici aux Américains, j'adore votre pays, j'ai toujours été un grand fan de l'état d'esprit américain, de la grandeur du pays, mais deux choses sont vraiment horribles, c'est le système médical et la bouffe. Oui, d'accord. Ok, ok. La bouffe, franchement, voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, ben voilà, grâce à Dieu, parce qu'on travaille, parce qu'on gagne plutôt pas mal le trop vite, donc on mange que bio. Ici, c'est que organique. J'allais te poser la question, donc tu viens de Ah oui, répondre. parce que je mange qu'organique, Eric. Ça me coûte un peu. La peau des Ça, fesses. voilà, ça me coûte très très cher. Mais faut penser dans 5 ans, dans 10 ans. J'ai C'est pas ça. envie de développer un cancer ou une merde comme ça, parce que surtout ici, effectivement, sur sur les boîtes, on te marque pas c'est des GMO ou quoi que ce soit. Alors, c'est open bar. Donc, quand tu vois, là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, je ne suis pas rentré une seule fois dans un McDonald's. Les McDonald's ici, quand tu vois qui c'est qui fait la queue, c'est les clochards. Tu te rends compte? Donc, Bon, si tu as envie de manger un bon hamburger, comme quand lui, s'il était ici chez moi, ouais. je l'ai emmené dans un restaurant où on fait des hamburgers grass-feed qui ont été nourris qu'à l'herbe, pas de hormones, pas de probiotiques. Voilà, c'est ça. Ah, je mange vraiment de la viande. Effectivement, je vais la payer 10 dollars. Mais je sais ce que je mange. Je vais chez McDonald's, je vais payer 2 dollars et je vais avoir 2 Big Mac. Exactement. Donc, on salue Louis au passage. Il a très très bonne mentalité, Louis. Et ouais, c'est très bien que tu aies rajouté ça. Il faut quand Ici, même, il faut pas lésiner. T'as envie de bien manger. Ce sport, il coûte relativement cher, on est d'accord? Il C'est- faut pas lésiner sur ça, voilà. J'ai toujours dit que c'était un sport de riches, pratiqué Ouais. par les pauvres. C'est vrai. Une chose, attention, là, c'est très bien ce que tu me dis là, Eric, c'est que on mange 5-6 fois dans la journée. Un culturiste, voilà, ça mange énormément. La base de l'alimentation est toujours la même. Œufs, poulet, bœuf, poisson et tout ça. Donc imagine les grosses quantités d'aliments qu'on s'ajuste tous les jours, si c'est pas de la bonne qualité. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, je Exactement. considère que mon corps, c'est une Ferrari. Et tu crois que je vais le traiter comme je traite une de chevaux? C'est parfait, voilà. Voilà, tu veux, comme tu l'as dit, il faut pas juste montrer la vitrine. Il faut faire attention au moteur. C'est ça. Si tu as envie de durer plus longtemps dans ce sport, ils sont te montrer l'image de health and fitness. C'est exact. C'est faire attention à l'intérieur. Regarde, ta voiture, tu l'emmènes, tu la fais visiter, contrôler, tu changes le filtre à huile, etc., etc. Mais il faut faire pareil. Bon, les culturistes les plus conscients de cela, bien sûr, ils le font, ils s'intéressent à ce qui se passe à l'intérieur, ne serait-ce que pour optimiser la démarche. Mais beaucoup ne le savent pas, et ils s'empiffrent à faire le yo-yo, et ils se mettent des matières qui sont hyper toxiques, inorganiques, l'inverse. Exactement. C'est très important ce que tu vas dire encore, parce qu'après, tu auras toujours des gens qui diront ouais, mais nous, on n'a pas les moyens. Mais oui, parce que les autres, ils ont l'argent. Non, foutaise. Ce n'est pas une question de ça, c'est juste une question de ne pas être stupide, d'être très ouvert et avoir des connaissances par rapport à ça. Parce que tu as des gens, effectivement, aujourd'hui, ils préfèrent se mettre des substances très dangereuses dans le corps et aller chez Carrefour s'acheter, tu sais, les petits carrés de poisson blanc. C'est ça. Est-ce que c'est du poisson? Mais c'est bien que ce soit toi qui le dise, plutôt que moi, tu vois, voilà. Mais je confirme. Et c'est pour ça que dans le magazine,
voilà, je disais tout à l'heure, il y a une tendance santé pour informer. Pour ceux qui veulent apprendre, eh ben, il y aura des infos dans le magazine, il y aura des infos à travers des podcasts, avec toi, avec d'autres, etc. Apprenez, et si possible, vérifiez les informations et la curiosité d'aller taper sur Internet. Il y a Wikipédia, il y a des sites de médecine, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de conneries aussi. Il y a beaucoup de conneries aussi. Il faut faire le tri dans tout ça. Hein. Effectivement, il faut savoir chercher parce que c'est très important, parce que tu as énormément de conneries, effectivement, à savoir faire le tri. Mais effectivement, aujourd'hui, les jeunes, les gens, ils ont tout ce qu'il leur faut. Tout ce qu'il leur faut. Tout ce qu'on n'avait pas, nous. Parce que moi, je suis un peu plus vieux que toi. Mais ça, je pense que ça a développé notre curiosité parce qu'on n'avait rien. et c'est ça. Et aujourd'hui, par contre, c'est l'effet inverse, comme tu l'as dit à un moment. Il y en a peut-être trop. Ça tue l'information, comme tu l'as dit. Donc, recentrez-vous. Moi, j'ai un ami qui collabore au magazine, c'est Tony. Il fait un site qui s'appelle Share Fitness. Et ce site, c'est un site collaboratif qui reprend le meilleur, en fait, enfin, le meilleur, entre guillemets, qu'on estime être le meilleur, et on partage ça. Voilà. Donc, allez sur ce site-là aussi. Il regroupe les meilleures informations. Bon. À la base, ce sport, effectivement, c'est la santé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, c'était la santé, l'esthétisme, etc. On va à peine décliner vers les techniques d'entraînement, et après on va aller purement dans le résultat final, la scène, l'esthétisme, bodybuilding old school, new school, etc. Au niveau de technique d'entraînement, avant qu'on fasse le podcast, je me suis regardé tes derniers posts Facebook, et j'ai vu des techniques comme ça. Sur Ticket. Oui, j'ai regardé un petit peu, donc c'est décomposé, bon c'est hyper motivant, t'es derrière, tu suis bien, mais ce qui me plaît surtout, c'est ce que tu as marqué, strict form. Et là on voit bien que tu apprécies aussi ce que fait Ben Fatto et que tu en as hérité, bon, comme il dit lui-même, comme un grand cuisinier qui prend des recettes, et puis après il a la sienne, la recette en fait, voilà, il a pris les bons ingrédients. La qualité prime. Ben Fatto, quand il me parle, même en podcast, il me dit, Eric, pense toujours qualité du mouvement, angle de travail, vitesse d'exécution. Je pense que c'est le muscle qui travaille et pas l'inertie, pas le corps tout entier, etc., etc., etc. Je pense qu'on est d'accord. Et il n'y a rien d'autre à redire. C'est ma philosophie d'entraînement. C'est ce que j'aime. Voilà. Non. Qualité plus que quantité. Alors, tiens, qualité plus que quantité, tu verras, dans le magazine qui sort là le 9 septembre, c'est l'objet de ma préface. Qualité contre, tu verras, tu auras l'occasion de lire. C'est comme souvent, je dis souvent, moi, ma marque, effectivement, c'est... Je me considère comme un chirurgien de l'entraînement. Ah oui, mais précis, de manière chirurgicale, tu vas chercher... Bien sûr, la musculation, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi? C'est créer un stimuli suffisamment important pour que le corps ait une réaction, une réponse homéostasique. Alors, pour expliquer aux gens ce que c'est une réponse simplement pour revenir réparer les tissus qu'on a donc endommagés, et qu'avec le temps nécessaire, parce que le temps, souvent les gens l'oublient, hein, mais c'est pendant le repos qu'on se régénère, hein, donc avec le temps nécessaire, l'alimentation adéquate, exactement. Différente. Il faut être sûr que à la salle, ce n'est ni plus ni moins que la stimulation. Super. Que énormément de gens passent à côté. Parce que ce n'est pas juste faire acte de présence à la salle, ce n'est pas juste impressionner les copains en poussant un 200 au coucher, des rebonds avec de l'inertie, ouais, c'est vrai. Et tout ça, le repos effectivement et l'alimentation pour permettre à cette fibre qui a été matraquée à l'entraînement de se reconstruire. Tu sais, moi j'essaie toujours d'utiliser des termes faciles, pas scientifiques, Oui. rien. À l'entraînement, on fracasse la fibre, on lui donne le temps, on lui donne les aliments qu'il faut pour se reconstruire en plus gros. Ouais, tu sais, moi des fois, pareil, tout comme toi, je parle des ouvriers, des briques, etc. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est important de le souligner. C'est important de le souligner parce que des fois, ils se perdent dans une masse d'informations. Et certains ils me disent, oui, mais Eric, je dors 4 heures par nuit, je bosse beaucoup. Je dis, oui, mais t'attends pas à une grosse progression hein, si tu dors pas assez, hein, parce que tu récupéreras pas assez. Et ton corps, tu le mettras pas dans un état favorable pour se régénérer et progresser. Honnêtement, voilà, je passe ma vie à la salle. Si je vois, et je peux être dans ma salle, dans le Vacador Fitness où je suis entraîneur, il y a plus de 10 000 adhérents. Oh, big salle, hein, c'est un truc de dingue. Donc wow. c'est Lucine avec terrain de basket, jacuzzi, piscine, garderie pour les enfants. Donc c'est chose qu'on verra pas d'ici des années en France, ça. Hein. C'est pas si je vois 3-4 personnes vraiment s'entraîner comme il faut, c'est déjà énorme.
Et pour te dire quelque chose dont je suis très fier, parce que voilà, arrivons ici, on est en français, je parlais pas la langue ni rien, donc effectivement, tu m'avais posé la question tout à l'heure par rapport au boulot, donc je suis arrivé ici, je me suis mis tout de suite à préparer mon premier concours qui était 5 mois après mon arrivée, donc je ne travaillais pas ni rien, c'était juste entraînement, prendre des cours d'anglais et tout ça. Ma femme m'a dit, ok, par contre, j'attendais, je n'avais pas mon autorisation de travail. Donc il y avait Nike qui me préparait ça. Donc je pars à Columbus pour la première année, je rencontre mon plus grand idole Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, je suis revenu, je tombe sur mon autorisation de travail et là elle m'a dit, ma femme, bon ok, maintenant on va y aller chercher du boulot. Hein oui, et j'oublie, et passer le permis, parce que tu sais ici, tu es obligé de repasser le permis. Donc imagine-toi pendant 2 semaines, tous les jours, apprendre le livre. Il y a du stress là, hein, pendant un moment, je pense. Oui, parce qu'ici, en fait, le permis, c'est ta pièce d'identité. Oui. C'est avec ça que, je voyage en Californie ou à New York où je veux. Donc, en fait, j'y vais, j'ai l'entretien avec le club manager, mais c'est ma femme qui parle. Eh oui, mais lui, il a vu, en fait, pendant 5 mois, quand je m'entraînais là-bas, il a vu le gabarit, la carrière et tout ça. Mais pareil, tu sais, on te donne la chance, ok, qu'est-ce qu'il est prêt à nous faire? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir développer ses clients? Est-ce que tu penses qu'il va ramener du monde à la salle et tout ça? Elle me dit, écoute, il a son boulot, il n'y a rien à dire. Je sais que maintenant, le seul obstacle, c'est la langue. La barrière de la et ça se tiendra parce que je sais que là, il prend du cours d'anglais. Je suis arrivé ici, j'avais 2 heures de cours d'anglais par jour à la maison. Au bout de 20 minutes, j'avais le cerveau qui fumait. En tout cas, quand on t'entend là sur les vidéos, bon, c'est nickel, hein, c'est pas vraiment nickel, mais écoute, comme le français a un petit côté très sexy, c'est très, très charmant, donc j'essaie de jouer sur ça. Ça leur plaît, oui, c'est ça. Donc disons que ce manager m'a donné la chance de dire, ok, il n'y a pas de souci, on va voir ce que ça donne. Et tu sais, mon premier client, c'était lui. Ah, tu vois. Mon premier client, c'était mon manager. Parce que, tu sais, pour avoir des clients, il faut décrocher le téléphone, il faut appeler les gens, te présenter, je suis Mousse, nouveau entraîneur, venez. Comment tu veux que je fasse ça? Je ne parle pas où aller à la salle, voir les gens, serrer les mains, te présenter. Déjà, je n'aime pas l'approche parce que je me sens comme une prostituée. L'inverse, tu préfères, hein, c'est sûr. C'est visible. Oui. S'ils sont intéressés, qu'ils viennent me voir. Mais j'avais tellement confiance de mon savoir et que j'aime entraîner les gens que je l'ai eu lui en premier. Le deuxième client, c'était une fille qui était manager des entraîneurs, mais qui était au club concurrent du 24 heures fitness. J'étais à LA Fitness. Elle a entendu parler de moi, elle vient dans ma salle juste pour que je l'entraîne et repartir. Ça, c'était énorme. Donc, j'ai commencé, en fait, les gens, ils ont commencé à m'observer, à voir. Je suis le seul prof, on est une trentaine, je suis le seul prof que tu m'entends dans la salle. 1, come on. 2, 3, complete. 4, come on. Okay, ready. Last, slow. Here we go. Slow. Keep moving. Don't stop. Keep moving. Just stop. Head back. Come on. Squeeze it now. Squeeze it. That's it. Donc les gens, ils ont commencé à entendre parler de moi, ils ont commencé à venir me voir les entraîner. Au jour d'aujourd'hui, la moitié de mes clients, c'est des profs de la salle. Je suis le prof des profs. Et c'est pour ça que je suis passé master trainer en 2 ans, quelque chose qui arrive très rarement. Ça m'étonne même pas. Et félicitations encore une fois, Moussa. C'est quelque chose que je peux être que fier. Je suis parmi les Américains, que c'est leur truc et qu'aujourd'hui j'arrive et que voilà, j'ai mon schedule qui est fermé. Je ne peux plus mettre de 3 personnes. Tu sais, tout à l'heure on parlait des gens qui aiment se plaindre ou d'autres qui critiquent tout le temps. Voilà, moi ce podcast c'est motiver les gens, dire qu'il y a des choses qui sont possibles, que ce soit physique, sportif, professionnel ou le tout à la fois. Avant de faire une petite pause pour qu'on puisse enregistrer cette première partie, boire un petit coup et puis reprendre, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, je mettrai sans doute épisode 1, épisode 2. Moi, j'ai là. Maintenant j'ai perdu le fil. Attends, ça va revenir. Alors, tu parlais des techniques d'entraînement. Voilà, au niveau de technique d'entraînement. Donc toi, tu t'adaptes bien évidemment à chaque personne, chaque individu. Et tu fais, j'imagine, le tour complet de un peu de sa vie. Enfin, comment parle-nous un petit peu, parce que pour prendre le contre-pied de ce qu'on entend, les fameux pseudo-coachs, et on finira sur ça, cette première partie, parle-nous un petit peu de toi. Comment tu vois le métier de coach? Comment tu le vis au quotidien? Et comment tu essayes, justement, à travers tout ce que tu nous as dit, d'être un bon coach?
Bah, déjà, première chose où j'étais vraiment agréablement surpris, et je pense que tu vas l'être aussi, effectivement, quand on est en France ou en Europe, on pense que aux États-Unis, être coach, c'est quelque chose d'extraordinaire, on gagne pas mal d'argent et tout, donc voilà, tout est beau, tout est rose. Donc, je me suis rendu compte que ici, c'était du pipeau. Que ici, c'est très facile de devenir coach. Ici, tu passes ton examen, ça te prend, allez, 2-3 mois, et tu deviens coach. Donc aujourd'hui, tu es bouché, demain tu veux devenir coach, tu le deviens. Parce que ici, aux États-Unis, en fait, tu peux avoir 4-5 boulots dans la journée, il n'y a aucun problème, et tu peux surtout changer de travail facilement. Je suis souvent épaté par des gens, aujourd'hui ils sont assureurs, demain, bon voilà, ok, bah, j'en ai marre, je vais aller vendre des voitures, tiens, je vais aller bosser au marché. Tu vois, donc il y a plein... Donc, et je me suis rendu compte que tous ces coachs-là, et c'est pour ça qu'ils font appel à moi, ils n'ont aucun savoir. Alors effectivement, j'ai mon savoir, mais mon savoir, comme je le dis, est venu à travers le monde, à travers faire des compétitions, à rencontrer des gens, à étudier, à faire des recherches, à comprendre comment ça marche. C'est pour ça que je suis devenu bon dans ce que je fais. Et je peux le dire, je suis bon. Je suis pas, honnêtement ici, je suis l'un des meilleurs coachs du côté Est. D'accord. Pourquoi? Parce que je donne aux gens ce qu'ils veulent. Je donne aux gens ce que moi, je n'ai pas eu dans ma carrière. Oui. Le détail, être près des gens. Et c'est pour ça que je ne travaille pas avec beaucoup de monde. Écoute, entre l'Europe et ici, je ne parle pas, je parle juste des gens que je prépare au niveau diète et tout ça. Je dois avoir une trentaine et je ne veux pas plus. Parce que plus, tu ne peux pas faire du bon travail. Eric, tous mes week-ends, je les passe à la maison avec des Skype. Oui. Son petit déjeuner, le dimanche, il est à 3h de l'après-midi. Mais encore une fois, tu es en train de dire une réalité. C'est-à-dire que comment on peut avoir des centaines de personnes et les suivre convenablement? Tu ne peux pas, voilà. Impossible. Et tu sais, et c'est là où je reviens, parce que quand j'étais préparé, ce n'est pas que les petits, effectivement, qu'on entend parler d'eux, mais que les grands. Quand je t'ai parlé de Dave Palumbo, oui. Qui tu penses qu'il a asserré de moi? Il n'en a rien à foutre de moi. En fait, il t'a pris, il a encaissé, et puis c'est tout. C'est 200 clients. Le programme qu'il m'envoyait à moi, il l'envoyait à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois qu'on faisait le feedback et tout ça, il me répondait yes ou no. Ouais, d'accord. C'était basta. Ouais, c'est purement business, un point, c'est tout, quoi. Ouais. Exactement. Tu sais quoi, à la fin de la préparation, à chaque fois que je vois un truc, il me dit ok, looking good. Alors que non, c'était tout sauf looking good. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le jour où je gagne l'Emerald, c'était qui m'a fait l'interview pour Eric Massol. Il avait du mal. Paradoxe. J'ai passé 1 an avec lui. Il avait du mal à prononcer mon nom. J'avais juste envie de lui dire, mais monsieur Palumbo, je suis monsieur Looking Good. Vous vous rappelez pas de moi? C'est pas mal. Ce que je veux dire. Parce que ces gens-là, que ça soit lui, que ça soit René Rambo, qui est un ami aujourd'hui, préparateur de Phil Hicks, que ça soit Georges Farah et tout ça, ils n'en ont rien à foutre des gens ordinaires. Comme moi et les autres. Ces gens-là, ils ont créé leur réputation avec Phil Hicks, avec Kai Green, avec ça. Mais qui c'est qui leur donne à manger? C'est les gens ordinaires. C'est toi qui payes la préparation parce que tu te tiens, s'il prépare Phil Hicks ou s'il prépare Kai Green ou Denis Wolfdas, c'est qu'il est bon. Oui, mais il n'y aura pas le suivi parce qu'ils s'en foutent et que. Ouais. Bien sûr. Donc à partir de là, c'est pour ça que franchement, si l'argent était mon objectif premier, je me ferais des salaires de $20,000 par mois. Je te mens pas parce que je suis cash, je n'ai rien à cacher. On l'a dit avant l'interview, pour ceux qui nous écoutent, on l'a dit, on parlerait ouvertement. Par mois si je veux, mais je travaillerai 10h, 15h par jour et je travaille sans arrêt. Tu sais combien j'entraîne de clients par jour, Eric? Non. Parce que l'argent n'est pas mon moteur. Ouais. Peu, mais bien. Mon maximum, c'est 5 clients par jour. Ça, c'est mon maximum. Oui, mais déjà, rien que ça doit être physiquement et nerveusement, ça demande beaucoup d'énergie aussi, hein, pour être derrière, pour suivre. Quand t'as fini, quand t'es sur les rotules, je suis sur les rotules parce que je ne suis pas juste assis en train de te compter tes répétitions. Vas-y Eric, on va faire ça. Ok, see you next time. C'est vrai. Non, tu vois, non. C'est très demandant, c'est vrai. Hein, c'est ça que je fais peur à beaucoup de gens dans la salle. Parce que à quel point je suis dur. Mais je dis, écoutez-moi, moi je suis prof. Si vous faites appel à moi, c'est parce que moi je vais pouvoir vous emmener plus loin que vous ne pouvez pas vous emmener vous-même. Mon objectif, c'est de vous pousser. Et avec moi, vous en avez pour votre argent. Voilà. Donc, si je t'écoute, si tu as envie de t'arrêter à des répétitions, je dis, ok, d'accord, on passe, je ne fais pas mon travail. Donc, et comme en fait, ici, ce qu'ils font, en fait, la majorité des profs, c'est plus du rehab, physicothérapie, comment vous appelez ça? Juste de l'entretien, un petit peu rééducation fonctionnelle, enfin, musculation fonctionnelle.
T'as vu, ça fait que 4 ans que je suis ici, je deviens comme Jean-Claude Van Ça y est, Damme. ça, tu commences. Pourquoi il ne le faisait pas exprès, le pauvre, hein, parce qu'après Non. 20 ans qu'il a passé ici et que tu as le français qui se mélange avec l'anglais, ce n'est pas évident. Tu as tout à fait raison. Tu sais, Francis Benfato, on fait les podcasts, de temps en temps, il y a des amis, il me dit, oui, Eric, il parle un petit peu anglais comme aussi Van Damme. Je dis, mais justement, parce qu'il pense anglais, il vit en Afrique du Sud, à Cape Town, il parle toute la journée en anglais. C'est avec ma femme ici, tu vois. Donc, alors imagine des fois, quand j'ai de l'arabe, du français, Le mélange, ouais. ça lui parle en arabe à ma femme, alors là, c'est... Donc, comme je disais, si je te donne 100%, il faut que je sois capable de donner 100% au prochain client. Donc, ce que je fais, j'entraîne 2 clients, je prends 1 heure pour me reposer, manger, et je refais encore 2 heures ou 3 heures. Et regarde, Mousse, qualité plutôt versus quantité. Là aussi, Non, pareil. exactement. Hein? C'est mon choix. Tu vois, c'est mon choix. Je ne veux pas faire plus. Je veux être connu pour l'homme sérieux, motivé, déterminé, et que les gens qui me disent merci monsieur, tu as changé notre vie, tu nous as appris quelque chose de vraiment bon. J'ai tout gagné et je suis aujourd'hui respecté pour ça. Tu sais quoi? Quand tu as un message sur ton téléphone et que tu ne crois pas tes yeux et que cet homme-là veut que tu viennes devenir coach dans sa salle, tu dis c'est pas possible. Tu sais qui c'est? Non. Victor Richard. Ouf. Ah ouais? Le Big Big Vic. Vic. Qui était le plus gros culturiste. Voilà, oui. Victor Richard. Je mettrai la photo, voilà. Le contact pour venir, parce qu'il a entendu parler de moi et de ma qualité pour entraîner dans sa salle. Super. C'est Victor Richard, bordel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, énorme. La reconnaissance de ces gens-là est énorme pour moi. J'ai pas besoin d'avoir la reconnaissance des gens qui ne connaissent rien. Que tout le monde attendait d'ailleurs à Olympia. C'est dommage qu'il n'ait pas pu se frotter avec les Olympiens de l'époque. Ah oui, mais comme il le disait, trop de régime pour lui, il avait l'impression voilà. Mousse, bon. Ce que je te propose, une petite pause. Après, on reprend toute la partie, justement, voilà, bodybuilding et le résultat final, la scène, etc. Une petite pause, j'enregistre tout ça. Pour les internautes, ça va être ou une suite consécutive, ou alors un épisode qu'ils verront sur YouTube en cliquant épisode 2, etc. Je te dis à tout de suite. À tout de suite. Ciao, ciao.